Or Netanel ben Mazal, qu'Hachem élève leur neshamot parmi les tzadikim d'Israël. Alors dans la paracha qu'on va lire, la Torah nous relate comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Eliezer, son serviteur, d'aller choisir une femme d'aller trouver une femme pour Yitzhak, son fils. Bon, la Torah nous raconte le miracle qu'il y a eu, que Eliezer se présentait devant un puits et il a prié. Il a dit Hachem, moi je ne suis pas capable de choisir. La première femme qui se présente, ça sera celle de Yitzhak. Une chance que ce n'est pas une ânesse qui est arrivée. Donc, et à ce moment-là, il a vérifié que c'était vraiment elle en lui posant des questions. Ensuite, il a été accueilli chez les parents de Rivka. Et ensuite, il a eu ce langage incroyable. Vayomer alehem, al te'acharu oti, ne me retardez pas. Ve Hachem isler darki, et Hachem fera réussir mon chemin. Shalchuni, envoyez-moi, ve elcha le'adoni, et j'irai vers mon maître. Alors, c'est quoi ce langage de al te'acharu oti, les acher, c'est tarder, ne me faites pas tarder. Va Hachem isler darki, et Hachem fera réussir mon chemin. On a expliqué plusieurs fois dans ce cours, pour les redoublants, que la notion de derer, la notion de chemin, ne veut pas dire comme orach. Orach, c'est un chemin physique. C'est une route, c'est entre des maisons, à l'intérieur d'une forêt. Ça, c'est un chemin. Mais derer, en général, c'est une trajectoire virtuelle. D'accord ? Aujourd'hui, on appelle ça une feuille de route. Ça veut dire par où je vais passer pour arriver quelque part. Et ça, c'est Darki. D'accord ? Darki n'est pas du tout le féminin de Darka, mais c'est l'idée qu'une personne, elle va projeter un chemin dans sa tête, elle va se fixer une ligne de conduite, elle va développer un projet dans lequel elle va s'inscrire. Donc l'image, le chemin que j'ai choisi avant, qui est dans ma tête, et ensuite, moi, je vais m'inscrire dans le chemin que j'ai dans la tête. Ça s'appelle Bederer, chez Rodselelech Molichinoto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Toi, tu as une image de ton couple, tu vois ta famille, comment elle va être, d'accord ? Tu imagines le magasin. Ok, tu as une certaine ambition au niveau spirituel. Tu t'imagines dans 10 ans, dans 15 ans. Ça, c'est quoi ? C'est le derer. Maintenant, quand vous avez une image qui est projetée sur un mur, par exemple, et par un projecteur, vous savez, vous avez la émouna, que ce qu'il y a sur le mur, ça n'est que la projection de ce qu'il y a sur le diapo. Et le diapo, c'est un petit morceau de plastique qui est à l'intérieur du projecteur. Ça va jusque-là, au niveau abstraction, c'est pas trop compliqué ? D'accord. En vérité, le projecteur, c'est la personne. Le diapo, c'est le projet. Le mur, c'est la réalité. Et la lumière qui va projeter le diapo vers la réalité s'appelle la volonté. C'est ça, Bederer chez Rodselelech. Maintenant, vous avez bien compris que la qualité de l'image projetée, elle dépend de la netteté de l'image du diapo. Si le diapo est net, l'image est nette. Si le diapo est flou, l'image est nette. Non, l'image est floue. Bon, je dois savoir qu'est-ce qui suit, d'accord ? Maintenant, vous aurez beau essayer de régler l'objectif, je comprends pas. Mais quand tu prends une photo floue, par exemple, ta belle-mère qui essaye d'échapper au coup de fusil, donc automatiquement elle bouge, donc l'image est floue, c'est normal. Maintenant, si toi tu en fais un diapo et tu la mets dans le projecteur, alors tu essaies de régler l'objectif pour rendre nette l'image. Elle ne va pas être nette, puisqu'elle est floue. Donc on répète, pour les gens qui pratiquent le cerf-volant, si le diapo est net, l'image est nette. Si le diapo est flou, l'image est floue. Si le diapo n'est ni net ni flou, ce qu'on appelle Internet. Genre, qu'est-ce que tu fais à 4h30 du matin pour vérifier tes emails ? Tout seul, devant l'écran, en slip. Ouais. Donc, c'est pas net. C'est Internet. C'est exactement ça le problème. C'est-à-dire que quand toi, tu as ce que tu veux, et il y a ce que tu penses vraiment. Et quand tu adhères à ce que tu penses vraiment, dans la Torah, ça s'appelle savoir. C'est ça le savoir. Le savoir, c'est pas un copier-coller entre un livre et ta tête. Oui, entre une information et ton cerveau, entre la Torah et toi. Savoir,
c'est vivre ce que tu penses. C'est ça, savoir. Maintenant, on a dit qu'il y a ce que tu sais et il y a une énergie qui va véhiculer ça, qui s'appelle la volonté. Donc, il y a ce que tu veux. Ça va? Et après, il y a tu sais ce que tu veux. Il faut bien décomposer. Tu sais ce que tu veux. Parce que les gens, on leur dit, bon, mais tu sais ce que tu veux. Alors, est-ce que tu sais ce que tu veux? Mais au fond, les gens, ils ont des formules comme ça, ils parlent tout seuls, en fait, ils rotent. Ouais. Mais si tu prends le temps, tu dis, attends, réfléchis. Tu veux? Oui, je veux. Oui, je veux. Oui, je veux. Ok, bon, tu le sais ce que tu veux. Ça veut dire que tu adhères vraiment à ton projet. Tu veux vraiment l'épouser, la fille? Oui, je veux l'épouser. Bon, alors tu vas aller parler aux parents. Oh non, j'ai honte. Donc tu ne sais pas ce que tu veux. Il y a ce que tu veux, il y a ce que tu sais, mais c'est dans deux planètes. Tu dis, je veux cette maison. Bon, tu es prêt à signer le prêt? Quoi, il va falloir rembourser? Bah oui. Ah bah tu sais pas ce que tu veux. Tu veux calmer ton diabète? Oui, mais tu manges des bonbons en cachette. Oui, mais j'adore ça. Mais choisis la date de ta mort. D'accord? Donc, quand tu sais que tu veux t'en sortir, tu arrêtes de manger les bonbons. Ça s'appelle « je sais ce que je veux ». C'est un truc idiot, ouais. Tu veux que ta femme, elle arrête d'avoir des soupçons, arrête de draguer les clientes. Non, c'est juste un geste commercial. Mais, vous avez compris l'idée ou non? Mais là, c'est pas grave. En vérité, le vrai problème, c'est pas que la personne, elle est vicieuse, ou elle est méchante, ou elle est tordue. Non, c'est qu'elle sait pas ce qu'elle veut. Tu veux être millionnaire, colle à cabote, ouais. Mais te lève pas à 16h de l'après-midi. Oui, mais je suis fatigué, toute la nuit, je regardais des chats qui prenaient des pare-brises. La fortune, faut se lever tôt. À 4h du matin, tu es à Rungis, tu choisis les légumes. À 8h, tu fais le briefing des livreurs. À 10h, les 63 restaurants de luxe, ils ont été livrés par tes produits que tu vends 75% au-dessus du prix que tu as acheté. Mais c'est 4h du matin que ça se passe. Toi, tu arrives à 9h15, ils sont partis? Bah oui, les livreurs, ils peuvent pas partir. Ah bon, mais j'ai pas réfléchi, je me doutais pas, ça va trop vite pour moi, et puis je suis pas bien, et j'ai envie de mourir, et mon père m'a pas allaité. Arrête. En fait, tu es Allah, tu es lourd. C'est ça ton problème. Ouais. À Botaï, c'est pas shoot que la pente, elle est raide. Ouais, c'est vrai. Il y a des malins. Ils prennent des crampons, ils mettent des cordes sur les côtés. Il y en a mieux, ils prennent l'ascenseur. Et toi, non. Hein, que tu pleures. C'est trop dur. J'ai trop souffert. C'est ça la distance entre toi et ta réalité. C'est toute la masse de plaintes qui t'alourdit. Donc c'est marqué ici. Le secret, en fin de compte, de la réussite, de ne pas traîner. On va essayer de comprendre pourquoi c'est tellement important. Ouais. C'est une maladie, malheureusement, qui n'est pas assez répandue, qu'on appelle la rfifout. Il faut être rfif, tac, réactif, véloce, on dit en français. Ouais. Ou non. Tu dis, écoute, les choses se feront si elles doivent se faire. Il faut donner du temps au temps. Il faut prendre son temps. Mais tu n'as pas compris que quand tu prends du temps, c'est le temps qui te prend. Après, tu dis, j'ai été pris par le temps. Comment tu es pris par le temps? Parce que c'est toi qui maîtrises le temps. Tu dis, non, mais c'est le temps que ça prend. Non, c'est le temps que tu prends. C'est un état d'esprit, oui. Une fois, j'étais à la yeshiva et je voulais étudier absolument le Ramban. Bon, c'est un commentaire sur le Chumash. Et comme je n'ai pas trouvé de temps, j'ai pris le temps qui était imparti pour le Moussar, la morale juive. Ouais. Donc, dans les yeshivot, de 18h30 à 19h, on a une demi-heure d'études de Moussar. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Au lieu de faire du Moussar, j'ai fait du Ramban. Le Rav, il vient, il me voit, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, j'ai fait du Ramban. Il dit, mais c'est l'heure du Moussar. Il dit, oui, mais j'ai pas le temps de faire du Ramban. Il me dit, fais du Moussar, tu vas trouver du temps. Nahmanide. Ouais, c'est un commentaire sur le Chumash très très fameux, mais c'est intéressant. Il m'a dit, moi j'ai dit, j'ai pas le temps. Lui, il m'a dit, fais du Moussar, tu vas trouver du temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire qu'en vérité, le temps,
il est élastique. Tu peux l'allonger, tu peux le raccourcir. C'est vrai, d'accord? Bah, quand j'ai commencé il y a 30 ans, il me fallait 30 heures pour préparer un cours. Maintenant, je mets à peu près 14 secondes. Donc, je vois bien que le temps a accéléré. Avant, il fallait que j'écoute une personne pendant 7-8 heures pour commencer un petit peu à capter c'était quoi son problème. Maintenant, ça ne va pas être évident. D'accord? Donc, maintenant, je capte tout de suite qu'est-ce qu'elle a, le problème de la personne, mais je la laisse parler pour pas qu'elle ait l'impression que je ne l'ai pas écouté. Parce que la capacité à écouter dépend de combien tu l'as écouté. C'est ça s'appelle l'effet miroir. Ouais. Mais en vérité, j'ai compris déjà, mais des fois, je suis pressé. Je dis, bon, écoutez, je vais vous donner ma version. Ouais, je dis, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Elle me dit, ah, vous êtes un prophète. Je dis, non, pas du tout. C'est juste que les gens ne comprennent pas qu'ils expriment plus que ce qu'ils disent. Et seulement, il faut savoir lire. Ouais. Et plus tu t'habitues à écouter les gens, et plus tu t'habitues à entendre les gens. Ça prend. Ouais. Alors, c'est de l'expérience, c'est le cerveau qui a accéléré, c'est la maturité. On va voir, il y a beaucoup d'explications. Mais en tout cas, tu vois que le temps n'est pas le même pour tout le monde. Le temps des jeunes n'est pas le même que le temps des vieux. C'est un truc bizarre. Le temps des vieux, c'est le passé. Ah, comment elles étaient les femmes en Tunisie. Ah, les fruits n'ont plus le même goût. Ah, quand on était jeune, on savait apprécier. Ah, les femmes d'avant, Ouais. Bon, c'est un phénomène psychiatrique qui s'appelle Yahasra, d'accord? D'ailleurs, ils sont tellement nombreux qu'ils ont été obligés de leur créer une radio pour eux, ça s'appelle Radio Nostalgie, d'accord? Ça, c'est les vieux. Les jeunes, eux, c'est le futur qui les intéresse. Ils foutent rien à l'école, parce qu'ils vont être milliardaires. Mais comment tu vas être milliardaire, tu fous rien? Mais c'est pas intéressant, les interros, la philo, les maths. Moi, je vais racheter Ron Poulenc, Comme les gens, des fois, ils présentent des plans de business. Ils me disent, oui, c'est un nouveau produit, je vais en vendre 1 million, une marge de 1,28, je fais 13 milliards la première année. Je dis, écoute, tu m'as l'air bon, essaie d'en vendre un. Non, je ne suis pas un petit, mais si tu en vends un, tu en vends 1000. C'est le même mécanisme. Faire sortir le chèque, c'est ça le plus dur. La présentation, c'est rien. Hein. Le briefing, bonjour, ce produit, bien écoute, se développe sur 3 échantillonnages de couleurs avec la possibilité... C'est rien. C'est au moment fatidique de l'amputation, enfin de sortir le chèque, que c'est là qu'on voit que tu es un vendeur. Parce que tu vas te mettre à bégayer. Si le mec il dit, écoutez, je vais réfléchir, ça veut dire que la vente, elle est foutue. Comme disait un grand penseur tunisien, Khalet al-Denia. Bon, ça j'ai du mal à traduire, d'accord? Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'il y a un certain rythme, d'accord? Et ce rythme-là, il génère un résultat. Tu changes de rythme, tu conditionnes le résultat. C'est comme ça. C'est comme les... Qu'est-ce que j'ai pas branché? Ah oui. Merci. Il est là. C'est comme des fois les gens ils me disent « Mais Rav, vous parlez trop vite. » Bon, je vais vous dire un secret que je ne devrais pas vous dire. C'est qu'en fait, moi quand je viens, je ne sais pas de quoi je vais parler. J'ai choisi le thème, j'ai choisi la feuille. C'est juste un truc mémotechnique pour ne pas stresser. Après, je ne sais pas ce qui va sortir. Et bien, bizarrement, la sortie des enseignements, il y a un effet mécanique de l'un à l'autre qui est lié à un certain rythme. Et il y a des moments d'accélération où je sens qu'il y a une inspiration et il faut que je parle plus vite parce que ça sort tout seul. Ouais. C'est-à-dire que moi, en fait, j'assiste au cours avec vous. Je sais, ça a l'air bizarre. Vous avez vu le cours que j'ai fait hier soir? Non? Vous avez vu le rythme qu'il y avait dedans? Et moi, je dormais. Parce que je suis arrivé de la Guadeloupe le matin, enfin à midi, j'étais complètement... C'est qu'à l'intérieur, c'est comme ça. Mais à l'extérieur, ta. Ouais, pourquoi? Parce qu'à un moment, indépendamment de toi, oui, si tu arrives à annuler ta personne à ton projet, parce que si c'est toi, le projet, évidemment, tu ne peux pas aller plus vite que toi. Mais si tu t'annules au projet, eh ben, à un moment, tu es pris, ce qu'ils appellent l'inspiration, ou Marianne Hamid Gaber, dans la Torah, une source débordante qui fait que toi-même, tu assistes à des chidushim qui viennent. C'est-à-dire que des fois, j'ai envie de me lever pour aller m'asseoir pour écouter le mec qui parle. Bon, mais c'est moi, donc c'est compliqué, d'accord? Mais l'idée, c'est la même chose. Comme toi, quand tu es en colère, il y a des choses qui sortent que tu t'attends pas.
Quand tu es très heureux, il y a des inspirations qui viennent, ouais, qui ne t'attendent pas. Souvent dans des smartphones et tout ça, les gens me disent je dois parler, mais j'ai honte, je ne suis pas bien. Je dis mais c'est ton fils. C'est sûr que tu vas dire quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que tu vas être inspiré, tu vas être sincère, donc ça va être bien. Oui, mais ça ne va pas s'articuler, ça ne sera pas le discours de la méthode. Mais on s'en contre-tape. Et c'est bien sorti. Pourquoi? Parce que le plus dur, c'est pas de bien parler. Le plus dur, c'est de parler sincère. Ça, c'est dur. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher le diapo à l'intérieur et l'image à l'extérieur et qu'il soit sur un même plan. Ça s'appelle la linéarité existentielle. Ou non, tu vas être un discours et une personne. Dangereux. Déjà, t'es limite menteur. Si tu t'en rends pas compte, c'est pire, t'es mytho. Ouais. Mais a priori, t'as juste dit ce que tu avais à dire. Non, tu ne dois pas dire ce que tu avais à dire. Alors, chez les gens équilibrés, tu vas dire ce que tu veux dire. Et chez les gens croyants, tu vas dire ce que tu dois dire. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ben, c'est exactement pareil. Pour ça qu'on fait une prière avant chaque cours, on doit faire une prière. Parce que tu vas dire ce que les gens ont besoin d'entendre. De la même manière, tu dois parler à ton fils, il a fait une bêtise. Ouais. Tu peux me dire, écoute, je suis agrégé de psycho, je suis pédagogue, tu as une chance sur 10 de dire les mots qu'il faut. Par contre, si tu t'annules, tu fais une prière, tu dis Hachem, aide-moi, que cet enfant, je ne l'abîme pas, que je lui dis les mots qu'il doit entendre. Ouais. Et après, comme ça vient, tu dis. Et l'enfant, il vient, papa, excuse-moi, papa, j'ai réfléchi, papa, bravo. Mais toi, en vérité, toi-même, tu étais spectateur de ton discours. Et c'est normal, parce que quand tu fais le calcul de ce que tu dois dire, entre les mots, l'impact des mots, la dose d'émotion, la dose de tminique que tu vas mettre dedans, il y a un taux d'erreur qui est énorme. Pourquoi? Parce que l'action, c'est un mélange d'intérêt et de réflexion. Et si tu ne connais pas exactement la dose d'intérêt, peut-être que l'intérêt déforme complètement la réflexion. Et comme la réflexion, eh ben, c'est elle qui va dicter le mot. Et ensuite, le mot, il va être exprimé. Donc, si ça démarre sur une base d'intérêt, bizarrement, le gars qui t'écoute, il n'a pas confiance. L'enfant, il ne se remet pas en cause. La femme, elle ne te croit pas. Pourquoi? Parce que c'est parti d'une base d'intérêt. C'est pour ça qu'on a besoin perpétuellement d'être, et ça, chacun il le sent dans son ventre, ça s'appelle Rouch Haemet, le sens de la vérité, ouais, qu'il y a une recherche de sincérité. Ça, c'est une vibration, tu le sens. Ouais. Des fois, je reçois des gens, puis ils parlent. Puis à un moment, je dis stop. Oui, Rav, oui. Je fais, là, tu peux continuer, s'il te plaît, sur cette longueur d'onde. Il m'a dit, ah bon, pourquoi? Je dis, parce qu'avant, tu étais en train de me faire une vente. Tu me faisais une déballe, tu m'expliques pourquoi ta femme, elle est grave, elle est folle, Et moi, j'attends. Et à un moment, tac, il parle sincère. Je dis, essaie de garder cette longueur d'onde-là. Là, tu es sur le 94.2, c'est bien. Avant, je sais pas, tu te baladais sur la FM. Ouais, en fait, plutôt sur la FG, sur le foutage de gueule. Et là, tu es sincère. Maintenant, normalement, les gens, ils font un effort pour être sincères. Mais a priori, ça devrait être normal. Mais comme on est plus rassuré par le calcul que par la spontanéité, donc on fait des calculs. Le problème, c'est que le calcul ne fait pas d'effet. C'est comme les gens qui me disent, je vous préviens, il va vous appeler, mais il est très manipulateur. Je dis, mais c'est bien pour moi. Bah oui, parce que le gars qui est manipulateur, c'est plus simple, t'as qu'à inverser ce qu'il dit. Et t'as la vérité, puisqu'il ment. Ouais. Alors que l'autre, il dit, oui, mais vous comprenez, il va vous prendre par les émotions. Moi, tu mets trop d'émotions, je le sens. T'en mets pas assez, je le sens. Comprenez ou non? Toi, tu me fais un calcul trop compliqué, pourquoi tu compliques? Toi, tu prends des mots sophistiqués, pourquoi tu dis pas simplement? La parole, c'est un signe. Le silence, c'est un signe. Le ton, c'est un signe. Le tremblement de la voix, c'est un signe. En vérité, on s'exprime plus parce qu'on ne dit pas que parce qu'on dit. Comme une fois, une fille paraît très, très troublée, très mal, très, très angoissée, très stressée. Et puis elle me parle de son père, de sa mère, de ses deux sœurs, de son oncle, de son cousin. Elle ne me parle pas de son frère. Je dis, écoutez, j'ai fait le calcul, il manque le frère. Et là, elle éclate en pleurs. Oui, parce que c'est le frère qui l'a touchée quand elle était petite. Elle ne peut pas le parler puisqu'elle l'a omis.
elle l'a omis de l'histoire. Donc, qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu as compris ce dont elle n'a pas parlé. Maintenant, il y a des gens, pour éviter de parler de ce dont ils devraient parler, ils parlent beaucoup. Parce qu'ils veulent te noyer dans une cascade de paroles pour que toi, tu es empêtré de faire le tri. Mais au contraire, le trop, c'est un signe. Le pas assez, c'est un signe. Le pas du tout, c'est encore plus un signe. Donc, il y a une... En fait, ça n'a rien à voir avec le thème. Je ne sais pas où je suis parti là. Il y a quelqu'un qui doit être concerné dans la salle. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Ouais. L'idée, c'est de comprendre pourquoi est-ce que ce rythme... Ah oui, on était parti du rythme du discours. Ouais. Le rythme du discours, il a un certain effet. Pareil, le rythme de la réflexion, il a un certain effet. Le rythme dans l'action, il a un certain effet. Il y a une certaine vitesse. Trop lent, ça ne marche pas. Trop rapide, précipitation, ça ne marche pas. Il y a un rythme. L'idée de trouver ce rythme. C'est ce qu'il a dit, Eliezer. Ouais. Al te'acharu oti. Ne me retardez pas. Mais retarder, c'est par rapport à quoi? Il y a un temps. Vous me suivez ou non? Comme tu dis, tu sais, si on ne se met pas à courir, on va rater le train. Ça veut dire qu'il y a un référent qui s'appelle le train qui va partir, parce que vous savez que les trains partent. Et il y a une personne qui essaie d'atteindre la gare. Maintenant, si elle est devant le train, elle monte dans le train, mais elle n'est pas devant la gare. Vous avez compris que la vie, en vérité, c'est la gare. Le train, c'est l'événement. Et toi, c'est le gars qui veut monter dans le train. Ça s'appelle le train de vie. Maintenant, si toi, tu arrives en retard, ouais, comme je le dis toujours, je m'excuse pour les gens que ça va choquer, mais le train, il va partir. Tu sais que les trains partent. Moi, j'ai beaucoup pris les trains dans ma vie, beaucoup, même un peu plus. Ouais. J'en ai vu. Tu sais, t'es assis tranquille, toi, ça fait 20 minutes que t'es assis, t'as le mec qui arrive avec ses 4 valises en sueur, et la porte, Asmallah, elle se ferme devant lui. Maintenant, c'est plus vicieux, maintenant, c'est 2 minutes avant l'heure. Il ferme les portes. Tu dis, mais il est là, mais l'accès est interdit 2 minutes avant. Ils essayent ça à la SNCF pour essayer de gagner du temps. Mais moi, je m'en fiche du train. Moi, je te dis la vie. Ouais, dans la vie. Imagine-toi. Toi, tu dois prendre ce train-là à 14h. Tu as un ticket pour le train de 14h, c'est marqué là. Ouais. 7 novembre 2023, 14h, gare de Lyon. Ok, c'est super. Ok, c'est super. Et tu arrives à la gare à 14h. Évidemment, tu tombes toujours sur le quai où il n'y a pas d'escalator. Tu te retrouves avec la falaise d'Étretat. Ta valise, c'est un frigidaire. Donc, tu sais que tu vas te rallonger le bras de 28 cm, arriver en haut. Et tu arrives là-haut, Baruch Hashem, à 14h, et le train, il est parti. Pire encore, le vice, tu le vois. Tu vois la queue du train. Tu attrapes le contrôleur. Tu dis, monsieur, j'ai un billet pour le train de 14h. Il est 14h à l'horloge SNCF, c'est marqué 14h. Où il est le train de 14h? Le mec, il dit, ben, il est là, le train de 14h. Je sais que c'est pesant de lourdeur. Parce que vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut? Ouais. À Botaï, les trains, ils partent là de l'heure. Les opportunités, elles se marient, elles vont t'attendre pendant que tu réfléchis. Oui. Le business, il faut le signer. Cet appartement à un prix pareil, il ne va pas rester 5 minutes. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, j'ai besoin de réfléchir. Mais il y en a un autre qui n'a pas réfléchi. Tu dis, oui, mais il faut de l'argent. Mais toi, tu avais l'argent. Mais lui, il ne l'avait pas, mais il l'a acheté quand même. Parce qu'il a compris l'opportunité. Il a vu que la fille, elle est extraordinaire. Il a été lui parler. Il lui a dit, madame, mademoiselle, il faut qu'on se voie, il faut qu'on se parle. Je voudrais vous parler. Alors que toi, tu as fait le fier. Tu as dit, non, c'est pas à moi de faire le premier pas. C'est à elle de venir. Je vais voir qu'est-ce qu'il dit le rave. Ah bon, avec les goyottes, tu es super excité, mais avec la feuille, d'un seul coup, tu deviens l'autiste. Si Dieu veut. Blinéder. Vas-y, bouge-toi, va lui parler. Mais c'est honteux, c'est pas Sniout. Sniout, le roi d'Ibiza, il me dit Sniout. C'est bizarre. Vous comprenez ou non? Pourquoi les gens dans la Touma, dans l'impureté,
ils sont des dieux, et dans la Kedusha, ils deviennent des les Hashem, 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 tout lâcher. Pourquoi? Parce que celui qui est formaté dans l'impureté, il ne fonctionne pas dans la Kedusha. C'est comme ça. Et celui qui est formaté dans la Kedusha, dans la sainteté, il est perdu dans la Touma. Tu le mets au milieu de la boîte de nuit, il ne sait pas ce qu'il faut faire, bouger, truquer, inviter, il ne sait pas, il est perdu, il n'a pas l'habitude. Grâce à Dieu, il est à la yeshiva. Ouais, vous avez compris ou non? C'est ça le problème. Et dans cette logique-là, le train, il va partir. Donc je vous donne le secret. Puisque le train, il part à l'heure, ça ne sert à rien de venir à l'heure. Puisqu'il va partir. Pour être à l'heure, il faut venir à l'avance. C'est pour ça qu'à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à réfléchir. Parce que c'est pas à 20 ans que j'allais commencer à réfléchir. Au moment des décisions, au moment des choix, au moment des plus grandes orientations, d'un seul coup, j'allume le cerveau, je dis alors, spiritualité, matérialité, maturité, professionnalisme, 20 ans, mais t'es presque un fossile, Baba. Tu démarres beaucoup plus tôt, c'est normal. Pour être à l'heure, pas pour être en avance, pour être à l'heure. Tu pars en avance. Ouais. Pourquoi? Parce que je te dis, les trains partent. Maintenant, il y a des gens, ils arrivent tellement en retard. Ouais. C'est la gare qui est partie. C'est que le mec, il arrive avec son ticket, avec sa valise, place de la gare, c'est marqué, mais il y a un supermarché. Ils voient un petit vieux qui rigole parce qu'il a l'habitude, il est assis en face. Il tient le magasin, il était là, lui, avant. Ouais. Il dit, excusez-moi, monsieur, on est place de la gare. Où est la gare? Il dit, monsieur, il y avait une gare, il y a 10 ans. Faites voir votre billet. Effectivement, il voit 7 novembre, 14h, Paris-Dijon, 2013. T'as compris ou non? La gare, elle est partie. C'est comme les gens qui font la crise d'entamer le dialogue avec leurs parents 5 ans après leur mort. Celui-là, maintenant qu'il a réveillé, qu'il a marié les enfants, il veut lire Françoise Dolto, j'élève mon enfant. Mais ils sont partis de la maison. Déjà? Ben oui. Le temps a une caractéristique essentielle dont il faut tenir compte, c'est qu'il passe. Le temps passe. L'être humain, c'est le seul être, et d'après eux, le seul animal, ouais, qui croit que pendant qu'il réfléchit, l'univers l'attend. Vous avez compris ou non? Lui, il se pose, il réfléchit. Tout l'univers, le monde, le business, la bourse, les trains, les bateaux, les fourmis, les antilopes, le lion, tout le monde s'arrête. On attend que monsieur, il a décidé. Et si vous allez dire, ben non, on n'est pas débile à ce point, ok? Ah bon? Alors pourquoi tu t'étonnes quand la chose, elle est passée? Pourquoi tu fais déjà? Mais quel déjà, Yabrel? Tu dis, mais il fallait bien que je réfléchisse. Oui, mais tu sais, dans le football, il y a des fois, on joue le match, des fois, on joue le ballon. Tu joues le ballon, ça alors tu fais traîner, tu fais des passes à l'arrière, parce que tu as peur de prendre les risques. On est à 10 minutes de la fin du match. Si tu fais une attaque, il te pique le ballon, il marque un but. Khalet al-Denia, ça s'appelle en français jouer le ballon, au lieu de jouer le match. C'est pareil. Il y a des gens, tu lui dis, mais écoute, va parler à ta femme, va parler à ton mari, essaye d'arranger les choses. Ouais, mais tu ne la connais pas, c'est trop facile, ça ne marchera jamais. Mais tout ce temps-là que tu parles, que c'est pas possible, c'est un temps que tu as rendu encore plus pas possible. Vous me suivez ou non? Tu dis, voilà, tu as les 10 000, il y a le business, va le faire. Oui, mais je comprends, 10 000, oui, j'ai réfléchi, l'amortissement, le tout. Mais je te parlais d'une affaire. L'affaire, elle passe. Il n'y a pas assez. Il faut être réactif. Il faut être tout de suite cash, tac, prends-le. Ouais. Toi, tu dis non, tu comprends. Il faut donner du temps au temps. Mais ça passe. L'enfant, il est là, va lui parler. Non, il est trop jeune. Bon, va lui parler maintenant, il a grandi. Oui, mais il ne m'écoute plus. Alors, c'est quand le moment? Là, c'est trop tôt. Là, c'est trop tard. Vous comprenez ou non? Mais tout ça, c'est quoi en vérité? Encore une fois, l'exemple, il est extraordinaire. Il y a la gare, c'est la vie. Il y a le train, c'est l'événement. Et il y a toi.
Tu sais comment il s'appelle le train et la gare? Il s'appelle le présent. Et tu sais comment tu t'appelles toi dans cette réalité? Tu t'appelles le présent. Parce que le rapport de présent dans le présent, ouais, c'est ça la vie. C'est pour ça qu'en français, le mot présent veut dire le temps présent et le mot présent veut dire l'état de présent. Est-ce que tu réponds présent? Maintenant, en hébreu, c'est encore plus grave parce que le mot présent en hébreu, c'est ové. Mais ové, c'est aussi le verbe être. La racine du verbe être, liyot. Liyot, la racine, c'est he, vav, e. Donc, he, vav, e, c'est le présent. Mais bizarrement, c'est aussi le temps présent. Maintenant, le temps présent, il est en dehors de moi. Vous me suivez ou non? Il y a le temps qui passe, comme une rivière, et moi, je suis là. Après, discussion philosophique, est-ce que moi, je traverse le temps? Est-ce que le temps me traverse? Ok. Mais le présent, a priori, il est en dehors de moi. Et moi, j'ai le choix de répondre présent ou absent. Maintenant, je peux répondre absent. Oui. Je n'ai pas la tête, ça me saoule, c'est difficile, c'est de ta faute, on verra plus tard, j'ai besoin de réfléchir, j'arrive pas à me décider, c'est dur, j'ai pas le moyen, j'ai pas la conviction, j'ai pas la motivation. Tout le baratin que tu peux inventer pour légitimer que tu es absent. Mais je vous rappelle, la sagesse populaire, que les absents ont toujours tort. Maintenant, les gens y croient que parce qu'ils ont une bonne raison pour expliquer leur absence, c'est comme s'ils étaient présents. Non, tu es absent et tu as une raison. Oui, mais je vais t'expliquer pourquoi. Oui, j'ai compris. Tu vas m'expliquer pourquoi tu étais absent. Mais tu étais absent. Oui, je suis absent, mais je vais t'expliquer pourquoi. Les gens, ils ne comprennent pas. Le temps, il passe. Oui. Donc la règle, c'est quoi? C'est que nous, on croit que quand on a une bonne raison d'expliquer notre absence, on pourrait quand même bénéficier du bénéfice de la présence. Ben non. Oui. C'est comme un gars, il veut travailler. Bon, il est ingénieur développement, c'est bon. Il a un métier, il a un diplôme. Ok. Et puis, il est comme ça en train d'attendre au café, de lire les annonces. Et il y a un gars à côté, il l'entend au téléphone en train de dire, voilà, je cherche une place d'ingénieur en développement. Le mec, il dit, quoi? Ingénieur développement? Justement, j'ai une boîte, une SS2I, je cherche un gars. Je vous prends demain. Faites voir le diplôme. Magnifique, extraordinaire. C'est exactement ce que je voulais. Allez, il sort le contrat. Allez, 9h, 17h, 8 000 € par mois. Vous signez en bas. À demain. Bon. Ah, il est content. Il rentre chez sa femme. Il dit, bah, oh Hachem, j'ai trouvé la perle rare, extraordinaire. Le lendemain, à 9h, il attend. Il n'est pas là. Le surlendemain, il n'est pas là. Et le 30 du mois, il arrive et il demande comment ça se passe pour le salaire. Est-ce que c'est un virement? Est-ce que c'est un chèque? Est-ce que je m'adresse à la caisse? Le mec, il dit, excusez-moi, monsieur, mais ça fait un mois que je vous attends. Ah, c'est un détail. Le matin, le premier du mois, je me suis levé pour aller au travail. Et j'arrive au RER, tu vois pas, je me tords la cheville. Ma femme elle me dit, ah, on sait jamais, ça peut être grave. Vite, on va aux urgences, 4 heures d'attente, la journée est passée, c'est pas grave. Bon, le médecin, il dit, écoutez, il faut quand même prendre 2-3 jours, on sait jamais, pour vérifier. On a attendu 2-3 jours. Bon, là, effectivement, avant de savoir que j'allais travailler chez vous, j'avais pris un engagement pour aller emmener ma femme au Brésil pour l'anniversaire. Donc, bon, on est parti, une semaine, c'était extraordinaire. Là-bas, j'ai attrapé un truc bizarre, des douleurs, de la fièvre, je sais pas quoi. Europe Assistance, ils m'ont dit, écoutez, monsieur, on ne peut pas vous déplacer maintenant. On est resté encore une semaine de plus. Et puis après, je suis revenu, observation, truc, antivirus, khaladadus, badadus, truc. Et là, ça allait mieux. Mon psy m'a dit, je pense que vous pouvez y aller. On était le 29, ma femme m'a dit, tu sais, demain, c'est le moment d'aller chercher ta paye. Et je suis venu. Le gars, il dit, ok. Vous auriez pu remplacer Belmondo dans le Magnifique, mais vous êtes quand même pas venu. J'espère que vous comprenez ce que je raconte au 2e et 3e degré. Ouais. C'est comme le gars qui a été chiant pendant 4 ans de relation, et puis quand la femme, elle dit c'est fini, il dit je vais changer. Mais... La trotteuse, la montre, le temps, le calendrier,
la semaine, le mois, l'année, 4 ans. Et maintenant que c'est foutu, ouah, le cadavre, tu te réveilles, écoute, j'écoute un cours de Rav Ben Chetrit, je suis prêt. Bah oui, mais c'est fini. Mais c'est la vie, c'est ça la vie. Comme les gens qui viennent me dire, écoutez, Rav Ben Chetrit, 17 ans de mariage, 6 enfants, c'est vraiment du gaspillage, aidez-moi à sauver ce couple. Je dis, bah écoutez, là je suis pris, là je suis pris. Il me dit, quoi? Vous laissez traîner alors qu'il y a un couple qui est en perdition et moi je dois donner le guet dans 15 jours et vous voulez pas m'aider? Je dis, écoutez-moi bien, JG, ça veut dire jeune jbeb. Ouais. Déjà que vous voulez me culpabiliser de votre négligence à vous. Bah oui, parce que moi, ma femme, elle est heureuse, grâce à Dieu. Vous avez compris ou non? Et en plus de ça, vous voulez que moi, je répare en 15 jours ce que vous avez détruit en 17 ans? Mais vous êtes plus religieux que moi, monsieur. On va vous appeler Mama Sucrée. Parce qu'on ne peut pas vous appeler Baba Salé. D'accord? C'est ça le problème. C'est que les gens, j'ai remarqué, hein, moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle. Pourquoi? Parce que le miracle dans la Torah, ouais, c'est ce qui arrive quand tu fais l'effort. En dehors de la Torah, c'est ce qui arrive quand tu ne fais pas l'effort. Le miracle, il vient conforter ton effort. Parce que vous croyez qu'avoir un couple équilibré, c'est le résultat du travail, c'est un miracle. Mais le miracle, il vient parce que tu as travaillé sur fabriquer le couple équilibré. D'avoir un enfant normal, tu crois que c'est normal? Tu rigoles ou quoi? 21 ans d'éducation. Mais c'est un miracle qu'il est normal, qu'il n'est pas dans la drogue, qu'il n'est pas fou, qu'il n'est pas tordu, qu'il n'est pas bipolaire. C'est un miracle. Mais tu as quand même travaillé. Mais c'est un miracle. Alors que les gens, ils font le contraire. Ils disent non, je vais faire aucun effort. Je ne vais rien faire. Et si Dieu veut, il va y avoir un miracle. Bon, alors, dit Bli Neder. C'est ça l'idée. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est quoi le miracle? Le miracle, c'est l'intervention de Dieu. Mais la réalité, elle est le fusionnement de la volonté de Dieu et de la volonté de l'homme. Donc, s'il n'y a pas la volonté de l'homme pour être le réceptacle de la volonté de Dieu, ça ne marche pas. C'est comme tu envoies un rayon. Tu ne pourras jamais le savoir. La seule manière de le savoir, c'est qu'il y a un miroir au bout. Donc, le miroir, il va refléter le rayon. Comme un diamant. Pourquoi il brille le diamant? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a des facettes. Maintenant, plus il y a de facettes, plus il y a de rayons lumineux entre la lumière et la facette du diamant. Maintenant, s'il y a une seule facette, comment on appelle un diamant à une seule facette? Il y a des connaisseurs ici, non? Comment? Une vitre. C'est pas grave. Donc, si plus il y a de facettes, plus il y a de lumière. Quand on dit un garçon brillant, c'est pas parce qu'il s'appelle Dany ou parce qu'il a mis du gel. Non, c'est parce qu'il a plusieurs facettes. Oui, intellectuelle, émotionnelle, réflexion, patience, compréhension, empathie. Waouh! Plus il y a de facettes, plus il est brillant. Maintenant, de la même manière, ouais, il y a un diamant qui s'appelle la réalité. Mais ce diamant, il est la projection de la volonté de Dieu. Mais pour que la lumière, elle fasse briller le diamant, il faut qu'il y ait un diamant. Maintenant, Dieu, il envoie la lumière, mais toi, tu fabriques le diamant. S'il n'y a pas de diamant pour réceptionner la lumière, c'est comme les gens qui ont un grand potentiel, mais qui n'ont pas la volonté, la maturité ou la motivation. Tu dis, c'est dommage. Celle-là, elle connaît tout le programme de médecine, mais elle n'a pas confiance en elle. Du coup, quand elle arrive à l'examen, elle prend la nationalité espagnole. Parce qu'il se panique. Et elle rentre feuille blanche, alors qu'elle connaît toutes les réponses. Dommage. Ouais. L'autre, c'est pareil. L'autre, il n'a pas confiance en lui. Parce que dès qu'il arrive à la candidature du travail, il se stresse, il fait sur lui, il ne sait pas se vendre. L'autre, il est nul, il n'a rien. Il a triché, il a un faux diplôme de IBM. Mais il a une confiance en lui. Il a ce qu'on appelle des forces de motivation incroyables. Ouais. Il traverse les murs. C'est incroyable. Ouais. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'il a fait simplement?
il a répondu présent. Alors que l'autre, il répond absent. Maintenant, encore une fois, je répète, mais maintenant je pense que vous allez l'apprécier différemment. Il est absent, ok, mais il a des circonstances. Mais on s'en contre-tape. Encore une fois, c'est pas parce que tu as de quoi légitimer ton absence que tu vas avoir le bénéfice de la présence, puisque tu es absent. Donc il faut comprendre qu'il y a une très très grande tentation, ouais, de rester à l'intérieur de la caverne. Maman, où il est mon doudou? Tu me fais un biberon? Ludovic, tu as 38 ans. Ah, tu me stresses, tu me traumatises. Comme des gens, les pauvres, ils ne sont pas religieux. J'ai de la peine. Ils me disent, Ron Rametchitri, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Je dis, bah, le gars, il vous a demandé la main. Elle me dit, oh, je ne veux pas le stresser. Mais le reste du corps, il l'a eu. Oui, il a eu le reste. Il manque que la main. Je lui dis, mais madame, mademoiselle, un mec qui mange gratuit, pourquoi il va demander l'addition? Oh, c'est un peu direct. Mais c'est ça. Les hommes, ils ont faim. Et toi, tu te présentes, Ward le shawarma. Pourquoi? Parce que c'est une forme d'attention, c'est une forme de tendresse, c'est une forme de proximité. Et le mec, il dit, je t'aime, mais il t'aime comme une pomme. T'as vu dans quel état il t'a mis? Tu m'aimes, tu m'aimes. Oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu me touches pas. Rien. Un doigt, je te donne pas. Rien. Après, on va chez les parents, on demande la main, on fixe la date, on fait la repas, on fait la soirée, et après, si Dieu veut, dans le lit, ça va être la folie. Mais en attendant, Taranit, Wallo de chez rien. Et tu vas dire, oui, mais Rav, on n'est pas religieux. Religieux, ça veut dire, quand on n'est pas religieux, ça veut dire on peut ne plus avoir de valeur, on peut plus avoir de corps, on peut devenir l'objet du désir de l'autre. On peut faire de la prostitution gratuite, c'est permis. Oui, mais si on s'aime, mais lui aussi il s'aime. Et toi, tu récoltes. Non, je vais vous dire pourquoi c'est grave. Parce qu'à partir du moment où l'autre t'utilise, tu deviens un objet. Si l'autre te respecte, tu restes une personne. Maintenant, je vous le dis, hein, ne le prenez pas mal, je vous aime tous. Peut-être que vous n'allez plus revenir à ce cours, mais je vous le dis. Écoute-moi bien. Le jour où tu bascules, ouais, parce que même chez les gens qui ne se touchent pas, ça prend des années à un homme pour comprendre que sa femme n'est pas un objet. Alors ceux qui se touchent, ça fait longtemps qu'il a renoncé à imaginer qu'il y avait un cerveau au-dessus du corps, qu'il y avait une personne à l'intérieur. C'est normal. Encore une fois, c'est l'objet du désir. Donc quand la Torah, elle t'a dit tu touches rien, c'est une personne. Après, quand la Torah dit après le mariage, 15 jours, tu touches rien, c'est la Nida. C'est pourquoi? C'est pour que tu dois avoir exactement le même comportement, gentillesse, investissement, douceur, respect, maîtrise du langage, solidarité, empathie, mais il n'y a rien à manger. Alors que quand le gars il est en train de manger, tu ne peux jamais savoir s'il mange parce qu'il t'aime ou alors il mange parce qu'il t'aime. Il n'y a que quand il n'y a rien à manger que tu vas savoir qui il aime vraiment chez toi. Une fois, il y en a un, il est venu chez moi. Moi, j'ai tout vu. Hein. Je n'ai pas la télé, mais je ne m'ennuie pas. Hein. Et il m'a dit, écoutez, ma femme, elle a un problème au niveau... donc le gynéco a dit que pendant 1 an, il va falloir... donc je voulais savoir, est-ce que d'après la halakha, j'ai le droit d'aller voir ailleurs? C'est une question. Je dis, je comprends. Mais avant de répondre, je pose une question juste comme ça. Imaginez que c'est vous qui avez un problème de robinetterie. Vous croyez que votre femme, elle viendrait me poser la question et me dire « Hazve Shalom ». Intéressant, le mec, il a basculé religion en 1 seconde. C'est un phénomène. Je dis « Mais alors, quelle différence ?» Il me dit « Mais j'ai des besoins. » Moi, je comprends. Mais tu as des besoins de quoi? Et non, non, non. C'est une personne. Tu as des besoins de quoi?
Tu as des besoins de proximité, tu as des besoins de solidarité, tu as des besoins de compréhension, tu as des besoins de complicité, et tu as des besoins intimes. Toi, quand j'enlève l'intimité, il n'y a plus rien. Ben alors, c'est ça l'amour. Ah mais des fois, ça crée des situations ambiguës. Hein. Une fois, je me rappelle un couple qui m'appelle. J'ai vu tout de suite qu'il y avait une certaine moyenne d'âge. Le mec, il m'appelle. « Allô, vous êtes le rabbin ?» Je dis « Oui. » Il me dit « Bon, écoutez, ma femme ne veut pas faire son devoir conjugal. Alors, je vous la passe. » Non, moi, j'ai rien fait, la vérité. Je dis « Attendez, monsieur, excusez-moi, quel âge vous avez ?» Il me dit « 82 ans. » Et alors? Il n'y a pas d'âge. Je vous la passe. Mais elle a quel âge, elle? 75. Ah, bon. Maintenant, écoute-moi bien, c'est une histoire vraie. Hein. L'autre, elle prend le téléphone. Allô? C'est pour la tzedaka? Non, c'est pas Torah Box. Non, c'est... Il y a votre mari que... je commence à bégayer, je dis, bon, écoutez. Elle me dit, écoutez, moi, j'ai les boulettes sur le feu. Hein. Je dis, moi aussi, j'ai les boulettes sur le feu. Je dis, repassez-moi votre mari. Je dis, mais monsieur, je peux pas demander à votre femme de faire, soi-disant, son devoir. Si elle veut pas, elle doit avoir des bonnes raisons de pas vouloir. Eh bien, c'est ça la Torah. La mitzvah, où elle est la mitzvah? Je vous dis, j'ai envoyé spécial au téléphone tous les jours. C'est que des cas. Ouais. Je dis, écoutez, monsieur, vous savez, la femme, elle veut être avec son mari. Mais pour qu'elle elle désire, il faut que vous soyez désirable. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, si vous voulez du respect, il faut être respectable. Il me dit, ouais, ça y est, les grands mots. Je dis, si vous voulez être admiré, il faut être admirable. Il me dit, ça veut dire quoi? Je dis, ben, ça veut dire que si vous voulez être aimé, il faut être aimable. Il m'a dit, c'est quel jour le cours? À Botaï, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Que tu ne peux pas répondre absent et après faire comme si tu étais présent et après d'exiger de l'autre un comportement comme si tu avais été présent. Mais tu n'étais pas présent. Une fois, tu m'as emprunté, tu m'as remboursé. Une fois, tu m'as emprunté, tu m'as remboursé. Tu me demandes, je te prête. Première fois, tu m'as planté. Deuxième fois, tu m'as dit, de toute façon, t'es bourré, à quoi ça sert? Troisième fois, tu m'as dit, je suis à la gorge, je t'en prie, prête-moi, je vais crever, tu m'as jamais rendu. Tu m'as juré pour une semaine, ça fait 8 ans. La quatrième fois, je te prête pas. Ah, tu me dis, c'est ça les religieux. Mais je ne vais pas prêter à un voleur. Je vais prêter à des gens qui rendent. Ouais. Maintenant, c'est quoi cette logique-là de la demande et du don? Moi, je te donne un exemple d'argent parce que vous comprenez tout de suite, mais c'est pareil. Toi, tu veux de la patience, je te donne de la patience. Toi, tu veux des efforts, je te fais des efforts. Toi, tu veux de l'aide, je te fais de l'aide. Mais si tu te fous de ma gueule, si tu fais pas ce qu'il faut, je te vois crever dehors, je te regarde même pas. Non, peut-être je repasse pour t'écraser. Ouais. Tu dis, mais vous êtes dur. Non, je suis pas dur. J'ai un capital de vie. Ouais. Au lieu de le donner à mes enfants, je te l'ai donné à toi. Et toi, tu le piétines? Tu l'utilises pas? Mais t'es un dangereux, toi. J'ai répondu présent pour que tu répondes présent et tu réponds absent. Je dis, une fois, un gars, il a trompé sa femme. Il est venu en pleurs. Ils sont venus d'Amérique du Nord. Le mec en pleurs. Il m'a dit, ma femme, ma reine, la lumière de ma vie. Et l'autre, Hanina, elle n'arrive même pas à parler tellement elle était choquée. Bon, le gars, je lui ai dit, ok, j'ai parlé. Je l'ai fracassé, je l'ai concassé. Après, il a pleuré, il a fait tchouva. Je lui ai donné un programme de changement pour qu'il comprenne qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui aurait dû se passer. Il a fait le travail. Ça a pris 6 mois. Il a vraiment changé. Et au Hachem, la fille, elle a fait la confiance. Parce que quand il y a une trahison, il y a 2 problèmes. Il y a le problème que l'homme, il a fauté, et le problème que la femme n'a plus confiance. Donc il y a un double combat. Il faut récupérer et la confiance et le changement. Ok. Et au Hachem, ça s'est arrangé. Et ils ont même fait un petit bébé derrière. Ok. 3 ans après, il me rappelle, Rabbi Chetri. Maintenant, je l'ai reconnu, moi. Rabbi Chetri. J'ai fait une grosse bêtise avec la secrétaire. Je lui dis, mais on s'était parlé. On a fait un programme. Vous avez vraiment changé. Votre femme, elle vous a pardonné. Elle a même fait un bébé. Et vous avez recommencé.
Il m'a dit oui, exactement. Écoutez, c'est trop fort. Le Yetzirara. Je dis, je peux rien faire pour vous. Il m'a dit, comment ça? Mais la première fois, vous m'avez aidé. Je dis oui. La première fois, je vous ai aidé. Mais j'ai aidé quelqu'un que je pensais sincère ou normal. Mais maintenant que je vois que vous êtes un malade mental, il dit, mais peut-être que vous allez réussir à convaincre ma femme. Mais à l'époque, je lui ai fait avaler une couleuvre. Là, vous voulez que je lui fasse avaler un poteau. Le poteau électrique, 11 mètres de haut. Elle m'a dit, elle va me dire, oh, je m'étouffe. Je vais lui dire, c'est les marana shalom. Non, je fais pas ça. Je fais pas. Ouais. Tu es en maturité. Elle est en maturité. Moi, je suis en maturité. On va réussir. Si toi, tu te fous de la gueule, et elle est sincère, et moi, je crois, il manque un élément, là. Ben, il a divorcé, hein. C'est pas grave. Tu dis, mais c'est honteux. Tu as détruit le Beth Amikdash. Non, t'en fais pas. Il était déjà détruit depuis longtemps. Mais le mec, il faisait semblant. C'était un décor de cinéma. Ouais. Ben, toute la vie, c'est pareil. Ça veut dire qu'on est comptable de nos énergies. Ouais. On est responsable de ce qu'on donne et de ce qu'on fait et de notre capital présent. Donc quand je vais être présent, ça s'appelle en français le don de soi. Ouais. Je le fais pour moi, j'existe. Je le fais pour l'autre, je fais exister. Toi, il faut que tu répondes présent toi aussi. Parce que toi, tu es là, moi je suis là. Hop, on crée une chaîne. Maintenant que tu as été présent pour moi, tu vas être présent pour ton fils, c'est très bien. Ton fils, il va être présent pour sa fiancée, magnifique. La fiancée et toi, vous allez être présents pour vos enfants. C'est la chaîne des présents. Mais la chaîne des absents, je n'ai pas répondu présent. Mais il faut bien comprendre que la réalité, elle est morte. Le décor, il est mort. Qu'est-ce qui le rend vivant? La vie. Et la vie, je la contiens. Donc quand je mets de moi-même dans le décor, il devient vivant. Quand je crois dans le produit, il devient vivant. Quand je m'investis dans le couple, il devient vivant. Quand je fais confiance à l'enfant, il devient vivant. En fait, on passe notre vie à donner de la vie à des choses qui ne sont pas vivantes. Maintenant, après, le degré de présence, le degré d'intensité de présence, le degré de sincérité de présence, tu décides. Maintenant, il y a des présences très très courtes et très intenses. Ouais. Il y a des présences très très longues, mais très vides. Ça s'appelle la routine. Mais il y a de la présence, mais bon. Ça fait longtemps que la chaudière est éteinte. Il n'y a plus rien qui passe. Ouais. Tu dis manque d'enthousiasme, c'est ta faute, c'est de ma faute, c'est de notre faute. Quand tu es seul dans un endroit, tu mets l'ambiance. Quand on est deux, il faut être à deux. Maintenant, tu ne peux pas te servir du fait que l'autre ne met pas d'ambiance pour légitimer le fait que toi aussi. Parce que c'est un miroir. Encore tout à l'heure, quelqu'un qui m'a téléphoné, mais vous comprenez, le chidour, la fille me regarde, la regarde, on s'est vu pas mal de fois, mais je la sens tendue, je la sens nerveuse, je la sens pas naturelle. Je dis ok. Et toi, t'es cool, sympathique et rigolo? Non, je suis tendu, je suis nerveux, je suis pas naturel. Alors il y a un phénomène qui s'appelle le miroir. Tu devrais l'utiliser de temps en temps, parce que ce que tu vois, c'est ta gueule. C'est ça ta gueule. Ouais. Quand la clientèle rentre, tu es actif, tu es souriant, tu es sympathique, tu l'accueilles. Toi, tu restes assise. Vous êtes rentré parce qu'il pleut? Ah, tu vas vendre quelque chose aujourd'hui, toi. Elle n'a pas envie. Elle voit ta tronche. Elle n'a pas envie. Les enfants, c'est pareil. Ouais. Si tu es actif, l'enfant, il se bouge. Si tu es Allah. Maintenant, tu dis, mais je suis quelqu'un de très actif. C'est vrai, mais quand tu rentres à la maison le soir, tu enlèves la prise, tu arrives en mode coma, tu te mets sur le canapé, et le petit, il dit à sa mère, « Maman, papa, il est mort. » Non, il y a une main qui bouge, mec. Toi, tu dis, bah oui, mais je suis fatigué, d'accord? J'ai une journée très dure. Ok. Mais l'enfant, il ne te voit pas agir toute la journée. Qu'est-ce qu'il voit, ça? Alors, je vous donne un truc. Ouais, moi, c'est un truc que j'ai toujours utilisé. Ça marche.
Il faut juste que tu te conditionnes que ta journée de travail se termine 2 heures après que tu es rentré à la maison. Parce que pour le travail, tac, 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 tac. Mais dès que tu sors du travail, tu enlèves la prise. Donc, difficilement, tu arrives en voiture, tu écoutes les infos, les morts, les morts, les morts, les morts. Tu arrives à la maison, tu es mort physiquement, mort moralement. Tu arrives au canapé, difficile, coma. Et le gosse, il voit ça. C'est comme si la mère, elle est super excitée, super excitée. Elle est patiente avec les copines, elle est patiente sur son blog, où elle fait, elle est, mais avec les enfants, elle est nerveuse. Elle crie, elle est hystérique. Mais qu'est-ce que vous faites? J'espère que le petit, il va apprendre la sérénité. Il a vu sa mère dans le calme, il a vu une folle. Après la mère, quand elle est grand-mère, elle dit, pourquoi tu cries sur le petit? Mais maman, je t'ai vu vivre. Encore une fois, je sais que vous allez dire, oui, mais c'est pas évident, vous les connaissez pas, grâce à Dieu, c'est tous des fous. Mais c'est ça ton épreuve. Ton épreuve, t'es fatigué, ouais, mais tu vas rester présent, ça s'appelle calme. T'es fatigué et tu vas être solidaire, parce que t'es présent. Tu réponds présent. C'est logique, ouais. Donc dans cette dynamique-là, vous avez compris maintenant, il y a la réalité qui est le présent, et il y a toi. Et toi, tu as un devoir d'être présent. Donc la logique, c'est que tu vas être présent au présent. Ça va, j'ai mis 1 heure pour expliquer ça, je pense que ça doit être clair, ouais. Ben maintenant, vous avez tout compris. Parce que pour que moi, je sois présent au présent, il ne faut pas qu'il y ait de séparation entre ma dynamique présentielle et la réalité du présent. Mais s'il y a une séparation, comme j'ai dit tout à l'heure, la flemme, la lourdeur, la réflexion, l'hésitation, la prise de tête, les nerfs, le stress, le regard de l'autre, la difficulté, le temps du temps, eh bien, il y a une distance. Donc, ça n'adhère pas. Ouais, c'est ça en français, vivre avec son temps. Les gens, ils croient vivre avec son temps, c'est mettre une mini-jupe, avoir un soutien-gorge qui s'allume. Non. Vivre avec son temps, c'est vivre avec la réalité qu'Hachem me propose. Maintenant, comme je crois en Dieu, je sais que cette réalité, elle est adaptée à moi. Tout mon travail à moi, comme je vous l'ai dit 1 million de fois, c'est de m'adapter à cette réalité. Donc il va falloir que je fasse des efforts, ouais, pour répondre présent. Et encore une fois, le cerveau, la paresse, la lourdeur, le regard de l'autre, la réalité, la conjoncture, le marché, ils vont me dire stop. Ouais. Et où moi, je vais foncer, ou je vais m'arrêter. Maintenant, encore une fois, des raisons de s'arrêter, il y en a toujours. C'est normal. Puisque comme la misva, elle est de foncer, donc l'Etzar, il est de s'arrêter. Comprenez ou non? C'est comme si on s'est engueulé. Et l'autre, sincèrement, il te dit, écoute chérie, j'ai besoin vraiment de te parler. Tu as 2 solutions. Soit tu dis, bon, j'ai compris, on arrête les enfantillages, et maintenant, je vais être là pour toi. Soit je vais dire non. Non. Comme toi, tu boudes, je boude. Tu fais la gueule, je fais la gueule. Donc déjà qu'il y avait un couple en déséquilibre, maintenant, ça fait carrément un gagne. Ça fait une garderie. Des gamins. Ouais. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que si toi, tu étais en situation de pré-présence, parce que c'est ce que tu veux, être présent, donc quand l'autre te tend la main, tu es présent. Mais si tu n'es pas dans cette situation de maturité, d'être prêt à attraper l'opportunité, je te dis l'opportunité d'une affaire ou l'opportunité que ta femme ou ton mari, ils veulent te parler. Une fois, ils sont venus comme ça, un couple. Ils m'ont dit, mais Ramet Chetri, tu te rends compte? Elle vient à 4h du matin, il vient mon mari à 4h du matin, il me dit, il faut qu'on parle. Mais moi, je dors, moi, je travaille le lendemain. Je l'ai envoyé balader. Il a fait la gueule. 1 semaine, il m'a fait la tête. Je dis juste une question, madame. Je n'ai pas votre culture de couple. Mais ça faisait combien de fois que votre mari, après 17 ans de mariage, il vous a demandé, il faut qu'on parle? Alors, elle me dit, en fait, c'était la première fois. Ben, quand tu as un mari comme ça, un kéblo de la tête, un séquoia, un séquoin, un mchen,
qui fait une violence extraordinaire, personnelle, de dépasser sa psychorigidité pour te dire « je voudrais parler », tu me dis que c'est pas l'heure. Vous me suivez ou non? T'as pas capté. T'as pas attrapé la corde. Dommage. T'as pas vu la main tendue. Dommage. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que t'as pas répondu présent. Tu dis oui, mais c'est trop facile, c'est encore de ma faute. Et lui, ça fait 15 ans qu'il est absent. Mais c'est ça la vie. Moi, je vous le dis, hein, si vous avez des enfants, vous comprenez de quoi je parle. Tu crois qu'à l'enfant à 15 ans, il va être présent? À 20 ans, peut-être à 27, 28. Un jour, il va t'appeler, il va dire, papa, il faut que je te dise quelque chose. 28 ans pour atteindre la présence. Mais il a fait travailler, hein, il a fait la yeshiva, il a fait l'école, il a fait son business, mais il n'était pas présent. Un jour, tu entends dans sa voix, ça y est, on est passé en mode maturité. Là, il est présent. Voilà, ça prend du temps. Eh bien, c'est pas grave. Alors, comme tu sais que ça prend du temps, tu vas pas t'énerver le temps que ça vient pas, parce que l'énervement que tu crées quand ça vient pas, la déception, le terrain de déception que tu crées quand ça vient pas, c'est ce qui fait qu'au moment où ça arrive, tu n'as pas la réactivité. Donc en fait, il faut toujours rester en mode disponible. Alors, je sais ce que vous allez me dire. C'est pas évident. D'abord, vous le connaissez pas, vous savez pas ce que j'ai vécu. Je dis, tu crois en Dieu ou non? Tu crois en Dieu. Ton père, il est comme ça, il est comme ça. Ta femme, elle est comme ça, elle est comme ça. La réalité, elle est comme ça. Ton corps, il est comme ça, il est comme ça. Mais toi, ton obligation, c'est toujours la même. Rappelez-vous que la différence, c'est que quand il y a un problème, il y en a qui ont des raisons et il y en a qui ont des solutions. Maintenant, en général, les enfants, ils ont des raisons. Monsieur, j'ai pas fait la disserte parce que je me suis tordu le doigt hier soir sur Facebook. Il a une raison. L'adulte, il a des solutions. Donc, de vous à moi. Ouais. Quand à 37 ans, tu me donnes des raisons, la vérité, je m'en fous. Je veux une solution. C'est quoi une solution? Je vous ai déjà dit déjà, solution, c'est se solutionner. Donc, il y a le présent. Et moi, je me solutionne avec le présent. Donc, je m'investis dans la réalité, je m'investis dans la question, je m'investis dans le problème. Donc, comme je me solutionne avec le problème, et qu'on a déjà dit 1 million de fois que la maturité, c'est la résonance de l'investissement, donc en m'investissant, en répondant présent, je grandis, et en grandissant, c'est ça la solution du problème. La solution, c'est pas ce que le Rav a dit, ce que j'ai lu dans le bouquin, ce que Françoise Dolto a expliqué, ce que mon psy m'a dit. Mais non, ça, ce sont des données. Le problème, c'est comment j'ai utilisé les données pour devenir. Mais le vrai potentiel de devenir, il est dans l'épreuve. Et l'épreuve, quand je l'assume, elle me fait grandir. Pourquoi j'ai grandi? Parce que je me suis mélangé avec le problème. En français, on appelle ça s'investir. Ou répondre présent. Et quand je me suis investi, automatiquement, j'ai grandi. Quand j'ai grandi, c'est ça la solution. Donc la solution, c'est le niveau de maturité que j'ai gagné en m'investissant. Vous avez vu le timing de la musique? Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils ne s'investissent pas. Mais ils ont des bonnes raisons. Mais ils ne s'investissent pas. Ouais. Moi, la confiture, c'est très bon. Hein. Il faut des heures pour que ça cuise. Il faut des fruits de qualité. Il faut une quantité incroyable de sucre. Mais il faut allumer le feu. Tu te dis, je comprends pas, ça fait des heures et des heures. Mais il faut allumer le feu. Demandez à Johnny. Ouais. Alors, c'est quoi le feu? Je rappelle, le feu en physique, c'est que quand vous déstabilisez la structure énergétique de la matière, l'énergie stable, elle devient instable. Et elle se diffuse sous forme de chaleur et de lumière. D'accord? Donc, vous avez l'énergie stable, ça s'appelle la matière. Quand vous déstabilisez sa structure énergétique, automatiquement, l'énergie contenue se diffuse sous forme de chaleur et de lumière. C'est ça la définition du feu. D'accord? Donc, en vérité, la matière, elle est stable. La seule manière
de mettre le feu, c'est déstabiliser. Maintenant, t'en fais pas. Quand tu déstabilises, toi, tu crois que ça se détruit, mais en vérité, ça se reconstitue ailleurs. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, tu es venu un gamin, tu t'es déstabilisé, tu es devenu un adulte. Tu étais un amateur, tu t'es déstabilisé. Ils appellent ça sortir de la zone de confort. Tu es devenu un adulte. Vous étiez un couple enfant, ouais, c'est toi, ta race, vous, les Tunisiens, ta mère, ton père, ta sœur. Vous avez passé le capot dessus maintenant. Ouais, vous êtes devenu un couple adulte, mais parce que vous avez déstabilisé les deux gamins. Donc en fait, on passe notre vie à devenir par rapport au fait qu'on a répondu présent. Mais encore une fois, on peut écrire des livres entiers, et il y a des livres entiers qui ont été écrits pour légitimer le fait que tu étais absent. Et tu peux le faire, si ça te rassure, ça entretient ton psy, c'est bien. Mais pourquoi tu es en dépression? Pourquoi tu te sens vide? Pourquoi tu as l'impression d'avoir raté ta vie? Parce que c'était une occasion de devenir, et toi, tu as voulu légitimer le fait que tu n'es pas devenu. Alors que si tu dis, tu sais quoi, les circonstances, je m'en fous. Je m'en fous. La conjoncture, je m'en fiche. Moi, je t'aime. Je vais m'arranger avec toi. Toi, tu es mon fils. Je vais me battre. Je vais te sortir. Je vais t'arranger. Je vais t'améliorer. Je vais te faire grandir. Et l'autre, il dit, non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi mourir. Laisse-moi... Vous compris ou non? C'est-à-dire que moi, je vais exister. Toi, tu vas exister. Toi, tu dis, je ne veux pas exister. Ça ne fait rien. Au début, je vais exister pour toi. Et quand toi, tu vas goûter à la drogue de l'existence, au lieu de goûter à la drogue de la cocaïne, ouais, tu vas être drogué à l'existence. Et la drogue à l'existence, elle fait que tu as envie d'exister. Et quand tu as envie d'exister, tu veux faire partager à l'autre ce plaisir d'exister. Donc tu vas aider l'autre à exister. Et la chaîne, elle a démarré. Amen. Ça va, vous êtes bien là? Alors si c'est ça, hein, parce qu'il faudrait que je démarre le cours quand même. Je ne sais plus où poser. Si c'est ça maintenant, on peut comprendre. Il y a un Rav-Olbeu incroyable sur la Mishnah dans Pirkei Avot. C'est marqué Rabbi Yehuda ben Tema Omer. C'est une Mishnah qu'on dit tous les matins avant la prière. Averas kanamer, sois puissant comme le léopard. Ratkatzvi, rapide comme le cerf. Kal kanesher, léger comme l'aigle. Gibor Kehari, et puissant comme le lion. La asot retson avecha sheba shamayim, pour accomplir la volonté de ton Père dans le ciel. Maintenant, il dit le Rav-Olbeu, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a voulu le Tana avec ces 4 animaux, ouais, et avec les 4 caractéristiques? Il dit, c'est quoi Azout? Azout, ouais, c'est la puissance, rose. Mais Azout, c'est aussi l'insolence. Parce que qu'est-ce que c'est l'insolence? C'est une forme de puissance que j'ai perdu le contrôle. Mais c'est de la puissance. La preuve, quand quelqu'un il a de la puissance ou de l'insolence dans la Kedusha, on appelle Azout de Kedusha. Ouais. Il veut devenir un grand, il veut devenir un tzaddik. Ah, pour qui tu te prends? Pour moi. Ouais. Il a Azout. Et ça, c'est quoi? C'est le démarrage. Parce que le démarrage, il prend toujours plus d'énergie. Quand vous allumez le néon, ça prend beaucoup d'énergie au départ. Ouais. Quand vous démarrez le business, ça prend beaucoup d'énergie au départ. Quand vous créez un immeuble, ça prend beaucoup d'énergie au départ. Quand vous mettez vous-même en mouvement, ouais, par rapport à l'immobilisme, la lourdeur, ça prend beaucoup d'énergie au départ. Donc on dit kol hatralot kashot, tous les débuts sont difficiles. Parce que il faut. Donc vous vous imaginez, on est en Afrique, dans la savane, et il y a un trou, malheureusement, un trou avec de la terre et de la boue. Et le 4x4, le gros 4x4, le Range Rover de l'époque, il fait 2 tonnes. Et il est tombé dans ce trou de boue. Et maintenant, il a les 2 tonnes, plus la gravité terrestre, plus la mollesse du terrain. Et les roues, elles tournent sur place. Donc le mec, il est foutu. Ouais. Il réfléchit. À l'avant du Range Rover, vous savez, il y a un treuil.
dans la savane. En face, il y a un baobab, ou là un rocher. Il se traîne en dehors de la voiture, il tire le câble vite, il l'accroche autour du baobab et il démarre. Maintenant, pour faire sortir une voiture de 2 tonnes, plus l'accrochage de la terre, donc maintenant elle pèse 4 tonnes, plus le matériel, parce qu'elle n'était pas vide la voiture, ouais, ça fait 5 tonnes. Tu sais l'énergie qu'il faut? Tu sais l'énergie qu'il faut pour faire démarrer un dépressif? Tu sais l'énergie qu'il faut pour mettre en branle quelqu'un qui est en échec scolaire? Tu sais l'énergie qu'il faut pour redonner de l'espoir à un couple qui est épuisé de bêtises? Le départ, c'est beaucoup d'énergie. Ça s'appelle azout. C'est-à-dire dans un acte, le démarrage, il prend une grosse énergie. Après, il y a quoi? Il y avait Ratz Katzvi, ouais, rapide comme le cerf. Non, on va terminer par ça. Ça, c'est la vitesse. Ouais. Après, c'est marqué Kalkanecher, léger comme l'aigle. D'accord? Il dit le Rav Wolbe, il dit je comprends pas. Le Tana, il a choisi le Rav, il a choisi l'oiseau le plus lourd, l'aigle. Vous savez que l'aigle, le vrai aigle, il fait 2 mètres d'envergure. Il est gros, il peut lever un mouton, il est puissant. Ouais. Moi, tu veux me dire léger? Moi, j'aurais dit l'épervier, comment ça s'appelle, le pivert, là, le finesse. Ouais. Donc, un truc, le colibri, tu ne vois pas bouger tellement il va vite. Ça, c'est léger. Lui est léger, le colibri. Ouais. Si on prie l'aigle, il est lourd. Alors, il explique. Il dit que l'homme, c'est comme l'aigle. Ouais. L'aigle, pour monter, il montera 600 mètres, 700 mètres, 800 mètres. Ouais. Il va mettre du temps. Il va monter par paliers. Mais quand il est en haut, il peut rester des heures et des heures et des heures avec l'air chaud et l'air froid, comme un planeur. Il peut rester des dizaines d'heures jusqu'à ce qu'il trouve sa proie et après il va descendre à la vitesse de la lumière. Trac. Ouais. Et c'est pareil. L'homme, il monte doucement. Vous savez que le chimpanzé, en 6 mois, il est adulte. Ouais. Alors que l'homme, c'est long. Les études, la maturité, la crise d'ado. Ouais. C'est long. Mais regarde où il est arrivé. L'autre, il a fait 15 ans d'études à la yeshiva et au kollel. Je dis, mais 15 ans, et il aurait pu être vendeur de téléphone. Oui, mais il est Dayan. Il connaît la moitié de la Torah complète. Ouais. L'autre, il a fait 20 ans de médecine, mais ça sert à rien, ça suffit de faire 6 ans, ça y est, t'es généraliste. Oui, mais lui, il a 19 spécialités. Donc, il est monté lentement, mais maintenant, il est chef de département à l'hôpital européen spécialisé mondial des virus. C'est 21 ans de médecine, je le connais. Un copain, ouais. Ça veut dire qu'il est monté lentement. Aujourd'hui, ils veulent des formations rapides. Rav, vous connaissez un truc? Je voudrais faire un stage de 200 heures pour avoir un diplôme de coach, de coach, de vouch, de loach. Tu veux pas plutôt une agrégation de glandeurs? Les gens, ils veulent de l'argent, mais ils n'ont pas d'ambition. Tu veux de l'argent? Oui, je veux de l'argent, je veux gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent. Prends ton temps. Maths sup, maths spé, maths appliqué, 3 ans de finance, et puis tu vas la payer cash, la villa à 12 millions d'euros. Et toi, tu dis, non, vite, tac, le petit business, le petit khladal, la petite épicerie. Quand tu as fini de calculer tes frais, il reste des dettes. Tu dis, comment j'ai pas gagné? Ben non, t'as pas gagné, baba. Ben oui, parce que t'es un bon vendeur, mais t'as pas de cerveau. Donc l'autre, tu le vois, il a crevé 10 ans d'études. Mais je te signale que le mec, il est radiologue. Hein. Moi, j'ai vu ça, tu tombes par terre. Le mec, il fait le scanner. C'est même pas lui qui fait le scanner. Hein. Il a deux petits gamins là qui font le scanner. Lui, il prend le scanner, il le lit, il dicte les conclusions. Il en fait un tous les quarts d'heure. Prestation, 150 € à part son salaire. Ça, c'est le dépassement. Il fait 150 € par quart d'heure. Il travaille 9 heures par jour. Voilà. Ça fait 600 € de l'heure. T'as compris? Le mec, il finit la journée à 6 000 – 7 000 €. Et toi, tu finis ton trimestre. Et lui, il termine sa journée. Alors, je ne dis pas que l'argent, c'est une ambition. Ouais.
Mais ce que tu peux faire au niveau de l'argent, tu peux le faire au niveau de la Torah. Tu peux le faire au niveau de tes midotes. C'est toujours une question d'ambition. Donc pourquoi il y a des gens qui arrivent à changer, à évoluer en quelques jours, et des gens en 19 ans, ils sont dans un immobilisme qui est proche de la pierre tombale. Tu as détruit ton couple, tu as détruit tes enfants. Je ne comprends pas, tu as 10 enfants, tu en as 9 qui sont asthmatiques, tu ne te demandes pas pourquoi ils manquent d'air. Il faut peut-être régler ton problème de colère. Quoi? Et le pire, c'est qu'est-ce qu'il dit le gars? J'ai pas vu le temps passer. Mais oui, parce que c'était ça le jeu. Le jeu du Yetzirara, c'est de t'empêcher de voir le temps passer. Le vrai projet du Yetzirara, sachez-le, c'est pas de nous faire fauter, c'est de nous enlever la notion du temps. Maintenant, il nous occupe avec des bêtises. Tes gamins, les enfantillages, tes ados, les adolescentillages. Après, coupe l'enfant, les prises de tête, de lourdeur. Après, les projets, tu t'occupes des bêtises au lieu de t'occuper du fondamental. Oui, tu gagnes des centimes alors que tu pourrais gagner des millions. Tu pourrais faire des choses énormes, mais tu te prends la tête avec les détails. Ouais, tu t'occupes dans ta société qui a assez de trombones pour tout le monde, alors que toi, tu dois gérer l'import-export de 19 millions d'euros de volume par jour. Et toi, tu dis, mais je comprends pas, où sont les agrafeuses? Mais il y a un gars qui s'occupe de ça. Il sait faire que ça, lui, le stock. Mais toi, tu as été au stock pour aller chercher la graffeuse. Alors, il y a deux questions. Soit tu es vraiment deb, c'est normal, tu as hérité la boîte de ton père, ouais. Soit tu t'es enfui dans la graffeuse pour ne pas arriver au rendez-vous avec l'expert comptable qui te dit, alors qu'est-ce qu'on fait avec les 20 millions d'euros? On investit, on augmente les salaires, on achète un nouveau produit, on lance une gamme. Comme tu n'arrives pas à prendre la décision, tu t'es enfui dans la graffeuse. Ça va? Donc cette idée-là, c'est quoi? C'est que, encore une fois, calcanécher. En vérité, l'aigle, il est lourd, parce qu'il met longtemps à monter. Mais après qu'il est monté, il va durer. Après, on a dit, Gibor qui est arrié. C'est quoi Gibor? Gibor, c'est fort. C'est quoi la force? C'est la perpétuité. Parce que fort pendant 2 secondes, c'est facile. Mais fort pendant 5 ans, c'est dur. Fort pendant 20 ans, c'est dur. Donc la gvoura, ouais, c'est pas la gvoura ponctuelle. Tu pètes un câble, tu cries, tu tapes, tu frappes. Non, c'est que tu arrives dans la durée à durer. C'est pour ça que je vous ai dit 1 million de fois que Gibor, ça veut dire fort, ça vient de Gever. Et Gever, ça veut dire un adulte. Maintenant, quand toi, tu es Gibor, ça veut dire que tu es un adulte. Maintenant, si toi, tu es un adulte, par effet de compensation, ton Yetzirara, c'est un enfant. Mais si toi, tu es un enfant, ton Yetzirara, c'est un adulte. Donc, tu vas dire, la vie, elle est dure. En vérité, c'est parce que tu es faible. Ou tu dis, la vie, elle est facile. En fait, c'est parce que tu es fort. Alors, peut-être que tu aurais une vie très difficile, mais tu es fort, il n'y a pas de problème. Peut-être que tu aurais une vie très facile, mais tu es faible, donc ça va être dur. C'est toujours des systèmes de compensation. Et enfin, le dernier, Ratz Katzvi, rapide comme le cerf. Pourquoi est-ce qu'on a besoin maintenant de la vitesse? Pourquoi? Je dis de la logique. C'est qu'en fait, nous, on croit que la vitesse de la voiture, la vitesse de la moto, 800 km/h, 954 km/h, tu vois, dans l'avion, c'est affiché, nous volons à 954 km/h. La moto, elle roule à 280. C'est pas ça la vitesse. Non. La vitesse, c'est un rapport qu'il y a entre le temps et la matière. La matière, c'est le kilomètre. La vitesse, c'est le temps. Et le temps, c'est le temps. Donc la vitesse, c'est le rapport entre le temps et la matière. C'est pour ça que ça s'appelle kilomètre-heure. Maintenant, on a remarqué que plus il y a de matière, moins il y a de vitesse. C'est-à-dire que la voiture, ouais, elle va moins vite que le train. Pourquoi? Parce que le pneu de la voiture, il va frotter, il va accrocher le goudron du parterre. Frottement, tu peux atteindre 400,
450 km/h. Le train, la roue, elle est en fer, le rail, il est en fer. Moins de frottement, moins de pénétration, plus de vitesse. Le train, il peut aller à 900 km/h. Ouais. L'avion, il y a encore moins de matière, parce que c'est l'avion et l'air. Moins de matière, moins de frottement, plus de vitesse. La fusée, plus rapide que l'avion. Pourquoi? Il n'y a pas d'air. Encore moins de frottement, plus de vitesse. Le photon, lui, une vitesse extraordinaire. Pourquoi? Parce que dans l'espace, il n'y a pas de matière, et le photon, il n'a pas de masse. D'accord? Et bizarrement, ça correspond à la lumière. Et la lumière, bizarrement, ouais, dans la Kabbalah, elle s'appelle Ratzon. Orot Zeretzonot. Les lumières correspondent à la volonté. Maintenant, chez la personne, il y a une partie extérieure qui s'appelle le corps, qui s'inscrit dans une logique réelle, concrète, qui s'appelle la matière. Et là, tu essaies de déplacer le corps dans la matière. Mais il y a une autre dimension chez la personne, qui s'appelle la volonté. Et la volonté, elle participe à l'intérieur de la personne. Et l'intérieur de la personne, en hébreu, ça s'appelle Dvarim Asichliim, les choses de l'esprit. Et le Maharal, il dit Dvarim Asichliim enam mitachat hazman, les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. C'est-à-dire que l'œil ne peut pas voir plus que 24 images par seconde. D'accord? C'est pour ça que si vous mettez 28 images, le gars, il a des idées dans la tête, mais en vérité, son œil, il peut voir que 24. Ça s'appelle le subliminal. On lui envoie des images, parce qu'on a rajouté plus que 24 images. Donc l'œil ne peut pas voir plus que 24 images par seconde. Mais le cerveau, il peut voir 24 millions d'images par seconde. Le cerveau conscient, il peut faire 2, 3, 5, 6 opérations en même temps. Mais le cerveau inconscient, il peut faire 100 millions d'opérations en même temps. Il gère les globules blancs, le truc, le contact, la réalité, l'infini, en même temps. Donc le monde intérieur n'est pas soumis au temps. Ça ne veut pas dire que le cerveau est rapide. Ça veut dire que le cerveau n'est pas soumis au temps. C'est-à-dire qu'il y a une dimension intemporelle à l'intérieur de l'homme. Ça va? Après, il y a le corps qui est soumis au temps. Et après, il y a la réalité qui est soumise au temps. Et derrière la réalité, il y a une autre dimension qui est aussi intemporelle, qui s'appelle au-delà de la création, l'endroit où Hachem se tient. Donc Hachem, il est en dehors de la matière et du temps. Cet endroit-là, il est en temporel. Donc en moi, j'ai l'intemporel. Au-delà de corps et de la matière, il y a de l'intemporel. Mais entre les deux, il y a du temporel. Après, la question, elle est, est-ce que toi, tu es dans le temporel ou dans l'intemporel? Les gens qui sont dans le temporel, même s'ils sont rapides, ils ne peuvent pas être plus rapides que le rapide. Mais les gens qui sont dans l'intemporel, encore une fois, ce n'est pas qu'ils sont au-delà du temps, c'est qu'ils sont dans une dimension où il n'y a pas de temps. Quand tu vois que le Gaon de Vilna, il pouvait faire 200 pages de Gemara en 1 heure, ce n'est pas un cerveau normal. Comprenez ou non? Tu lui dis, mais combien de fois il y a marqué Abaye dans le chasse? Il te dit 183 fois. Ah, il dit non, dans Menachot, il y a une marloquette, ça fait 181 fois. Il a fait le chasse en 20 minutes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que moi, j'ai 62 ans, je ne l'ai pas fini encore une fois. Lui, en 20 minutes, il fait. Il parcourt. Encore une fois, Raudon Kolo. Quand tu es dans le temps, ça prend du temps. Quand tu es en dehors du temps, il n'y a plus de temps. C'est pour ça que quand on vit quelque chose de passionnel, quelque chose de vrai, quelque chose de pur, ouais, on ne sent pas le temps qui passe. Mais quand tu vis quelque chose de bien lourd, de bien matériel, tu trouves le temps long. Vous me suivez ou non? Donc tout le jeu, c'est ça. C'est d'être dans le temps ou d'être en dehors du temps. Là, à l'époque, j'avais posé la question, justement dans le cours sur le temps, si vous avez le temps de l'écouter, ça s'appelle le prix du temps. C'est très intéressant. Je vous ai dit à l'époque, je mettais 30 heures pour préparer un cours. Celui-là, il m'a pris 2 ans. C'est long, 2 ans. 2 ans. Un quart d'heure, un curé, je le convertis au judaïsme. D'accord? Donc, 2 ans, c'est long. Mais pourquoi? Parce que c'est très, très abstrait. D'ailleurs, regardez le temps. Est-ce que le non-temps,
c'est de l'absence de temps ou est-ce que le non-temps, c'est un présent qui dure? Vous me suivez ou non? Le non-temps, ça peut exister. Oui, puisque Dieu on dit, ou les ma'ala minazman, il est au-delà du temps. Donc, quand Dieu a créé le monde, il a créé la matière. Quand il a créé la matière, il a créé le temps. Donc, le temps fait partie de la création. Maintenant, au bout de la création, comme tu dirais, au bout de l'univers, il n'y a pas de temps, puisqu'il n'y a plus de matière. Maintenant, le non-temps, l'absence du temps, est-ce que c'est une absence de temps ou est-ce que c'est un présent qui dure? Alors, je vous réponds tout de suite parce que j'ai peur que ça vous crée des problèmes gastriques. En vérité, le non-temps existe, mais il n'est pas perceptible par l'homme. Parce que comme nous sommes dans le temps, donc nous ne pouvons pas conceptualiser le non-temps. C'est ce qu'il dit le pasuk, en marchevotai marchevotechem. Mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est ça que les gens ils posent des questions sur Dieu, pourquoi il a fait ça, comment c'est possible, c'est juste, c'est pas juste. Mais je rappelle que Dieu n'est pas humain. Donc quand tu prends un référent de ta normalité sur ce que tu considères comme anormal chez Dieu, déjà il y a un problème de départ. C'est que Dieu n'est pas humain. Il faut bien se le mettre dans la tête. Dieu n'est pas humain. Maintenant, nous, tellement qu'on a besoin d'être rassurés sur notre maîtrise du monde et de Dieu, on veut que Dieu soit humain. Donc, on trouve que ce comportement de Dieu est inhumain. Ben, évidemment qu'il est inhumain, puisque Dieu n'est pas humain. Tu dis, ben, je ne comprends pas. C'est bien, tu as découvert que tu n'es pas Dieu. Baruch Habbabekoum. C'est bien, c'est le début de la modestie. Il y a un temps pour tout. Ouais, de la même manière que tu ne peux pas avaler l'Atlantique et que tu ne peux pas pousser les Alpes, eh ben, tu ne peux pas penser comme Dieu. C'est bien. Encore une fois, parce que, comme toi, tu es dans le temps, donc tu ne peux pas conceptualiser le non-temps. Donc ça veut dire que quand nous, on parle du non-temps de Dieu, puisqu'on ne peut pas conceptualiser le non-temps, donc pour l'homme, la perception du non-temps de Dieu, c'est un présent continu. Ça va? C'est bien, vous venez de faire 1 an de philosophie en 4 minutes. Ouais, c'est ça l'idée. Maintenant, si c'est un présent continu, oui, je vous ai dit, comment on dit le mot présent en hébreu? Ové. Ové, ça s'écrit He Vav E. Bizarrement, le nom principal de Dieu, ouais, il a pour racine le He Vav E, avec un Yud devant. Le Yud He Vav E, ce qu'on appelle le tétragramme, le Shem Ameyuchad, le nom le plus fameux d'Hachem, que si vous avez du mal à le retenir, ben vous allez dans la chapelle personnelle de Louis XIV à Versailles, il n'y a pas de crucifix, il y a Yud Kevav qui en hébreu. Vous allez à l'entrée de l'église de Saint-Augustin, il y a Yud Kevav qui en hébreu, et c'est une église. Parce qu'on peut être chrétien, mais quand même reconnaître que le Dieu des dieux, c'est Yud Kevav qui, il faut être un peu calme. Ouais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que si le nom principal de Dieu, c'est le Yud, le He, le Vav et le He, et qu'on a dit que le Ové, ça veut dire le présent. Maintenant, le Yud, à quoi il sert? À faire la déclinaison. D'accord? Donc quand vous déclinez le Ové avec le Yud devant, ça se décline sous la forme de ou à Me'ave. Parce qu'on ne peut pas le prononcer tel que ça s'écrit, comme le disent les témoins de la Java. C'est assourd. D'accord? Donc on ne le prononce pas, mais on sait ce que ça veut dire. C'est celui qui est Me'ave. Maintenant, si Ové, c'est être, donc Me'ave, c'est faire être. Donc c'est lui qui fait être tout ce qui est. Facile. Or, si Ové, ça veut dire le présent, et que le présent, c'est ce qui est face à moi, donc ça veut dire que Dieu, il projette, il crée le présent. Maintenant, au lieu de te casser la tête, t'as qu'à dire que Dieu, c'est le présent. Ça va? Maintenant, moi, on a dit, j'ai une mitzvah d'être présent. Psychologiquement, je dois être, je dois exister. Donc, je dois répondre présent. Maintenant, on a dit, c'est quoi être présent? C'est que mon être à moi, je vais le projeter dans la réalité.
Comment? Grâce à la volonté. D'où elle vient la volonté? De la Neshama. La Neshama, elle est divine. Donc la Neshama d'un côté, Dieu de l'autre. Ouais. Dieu, il projette sa volonté et il fait être la réalité. Et moi, je dois être au présent. Maintenant, moi, c'est mon diapo. Ça s'appelle ma personnalité. Elle va être projetée dans la réalité par une énergie qui vient de l'âme. Cette énergie, elle n'a pas de connotation et n'a pas d'orientation. Elle est parvée. Ni halavi, ni basari. Ouais. Mais moi, je vais l'utiliser. Donc, en vérité, la communion, attention, de la volonté de Dieu que le monde soit et de ma volonté, c'est-à-dire ma projection de mon moi à moi véhiculée par la volonté d'Hachem que je contiens, ouais, la communion des deux, ça crée la réalité. Ça va? C'est ça, Dieu a créé l'homme à son image. C'est pas que Dieu il a une barbe ou il a un chapeau. Non, c'est que de la même manière que l'essentiel de Dieu c'est la volonté, l'essentiel de l'homme c'est sa volonté. Et quand l'homme ist est être ex à l'extérieur, quand l'homme existe et que Dieu existe, donc la communion des deux existants, ça crée la réalité en temps réel. Ça va? Mais de la même manière que tu entends la musique, quand tu poses le bras du tourne-disque sur le disque, il y a le disque, il est là le disque. La musique, elle est dedans. Il y a l'ampli, il y a tout. Et il y a le bras. Maintenant, au moment où tu le poses, ça fait... T'entends rien, d'un seul coup, t'entends... Ta-ta-ta-ta. Je dis, mince. T'as vu le truc? Il y a le disque. Ouais. Et il y a un bras. Le bras, il a rien, rien du tout. Hein. Ouais. Mais tu le poses, ta-ta-ta-ta. Ça vous choque pas? Mais Rabotaï, la vie, c'est ça. La vie, c'est quand toi, tu poses le bras sur le disque, c'est comme toi, tu rentres dans la vie. Quand tu rentres dans la vie, tu entends la musique. Tu vois la réussite. Vous avez compris ou non? Maintenant, elle est pure, la musique. Parce que l'ampli, c'est un ampli à lampe, il est très spécial. Ouais. Le disque, le vinyle, il a été pressé d'une certaine manière. L'électronique qui gère tout ça, c'est très sophistiqué. Mais toi, qu'est-ce que tu vois, toi? Tu vois seulement un rapport entre le bras du disque et la réalité. Entre l'opportunité et l'action. Entre le mot d'amour et la sensibilité en face. Entre la conviction et le désir d'apprendre. Tu vois le lien entre le tourne-disque et le disque. Ça va? Mais s'il y a un petit bout de papier sur la tête de lecture, on n'entend rien. Si tu le mets à 1 millimètre du disque, on n'entend rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la connexion. Ouais. Et c'est ça, vivre avec son temps. Maintenant, tu n'es pas en connexion parce que tu es éloigné. Tu n'es pas en connexion parce que tu arrives trop tard. Tu n'es pas en connexion parce que tu arrives trop tôt. Tu n'es pas en connexion parce que tu n'es pas mature. Tu n'es pas en connexion parce que tu n'as pas confiance. Tu n'es pas en connexion parce que tu n'es pas clair. Tu n'entends pas la musique. Tu n'entends pas la musique, je ne comprends pas une chaîne IFI comme ça. Ouais. Comment c'est possible? Ben, t'as une carte son sur l'ordinateur? Non. Tu n'entends rien. Tu dis, mais j'ai la carte son. Ok, mais il est branché le micro? Non, on n'entend rien. Après tu dis, mais il y a la carte son, il y a le micro, on n'entend rien. Oui, mais t'as allumé le son? Non, on l'a pas allumé. Ah oui, t'as raison. Après, on l'a allumé. Oui, mais t'as pas d'enceinte. Ah bah ça marche pas non plus. T'as compris ou non? T'as de l'ambition, tu veux faire de l'argent, mais ouvre le magasin. Ah non, et ici ça marche pas. Mais comment veux-tu entendre de la musique si tu branches pas la chaîne IFI? Tu dis, ah, j'aimerais bien qu'elle m'épouse. Mais va lui dire que tu l'aimes. Oh non, c'est honteux, c'est pas à moi de le faire. Ok, donc il n'y a pas d'enceinte. Comment veux-tu qu'elle tombe enceinte? Non, je vous dis, on est dans des non-sens. Comme j'ai raconté plusieurs fois ce cas. Un jour, ils sont venus chez moi, un couple, comme ça, gentil. Hein.
Rabbi Chetrit, on veut une bracha, on n'arrive pas à avoir des enfants. Je dis ok pour la bracha, mais juste une question. Vous allez au niveau médical. Oh, on a vu tous les gynécos de Paris, on a vu des psychologues, on a vu des sexologues, on a vu tout le monde. Bon, mais on n'arrive pas. Alors on voudrait une bracha. Alors moi j'ai posé la question la plus débile du monde. La plus débile. Moi j'aime les questions débiles. Parce qu'ils ont vu tous les spécialistes de Paris. Qu'est-ce qu'ils viennent chez moi? Ouais. Je demande, excusez-moi, vous avez des relations intimes? Il me dit non. Non, non, elle est plate, elle est moche, elle a des boutons partout. Ça m'écoeure, ça me dégoûte. Lui, il est poilu. Je veux dire, j'ai pas compris. À quoi ça vous sert de voir tous les gynécos de Paris? Une histoire vraie, hein. Moi, je mens rarement en conférence. Ouais. Il demandait une bracha si vous n'avez pas de relation. Comment il va naître? C'est arrivé qu'une fois. Ouais. Ça n'existe pas. Vous avez compris ou non? Mais non, les gars, non mais Béhémet, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle, parce que j'ai l'air d'un rigolo comme ça. Mais le gars, c'était pas un brel, il avait 19 magasins, la fille était ingénieure, je ne sais pas quoi. Ils viennent demander une bracha à moi, qui ne suis pas non plus complètement débile, alors qu'ils savent qu'ils n'ont pas de relation. C'est quoi ça? Comprenez-vous? C'est comme les gens qui me disent Rav, on voudrait un rendez-vous pour le shalom. Je dis ok, mais vous allez arrêter de la frapper? Ah non, je peux pas, elle m'énerve. Je dis Rav, je voudrais avoir la bracha dans le business. Ok, mais vous continuez à aller chez les prostituées? Il m'a dit je peux pas, j'ai besoin. Je dis mais la Gemara elle dit que la Touma enlève la bracha. Qu'est-ce que je vais faire? Ça sert à rien que je vous donne une bracha d'un côté si vous faites un trou au fond du bateau de l'autre côté. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, il en faut des pauvres. Ça va ensemble. Quand ils courent avec les chassidim, ils ne regardent pas les femmes. Les enfants, ils sont séparés, les tables séparées, les lits séparés, les chambres séparées. Pourquoi? Parce qu'ils ont un niveau de kedusha incroyable. Mais t'as vu la bracha? Parce que tu le vois comme ça. Tu le vois comme ça, toi? 450 000 ordinateurs par jour, ils vendent. C'est le plus gros diffuseur d'informatique de tous les États-Unis. T'as vu la gueule qu'il a? Calme-toi. Le chapeau ne fait pas le hassid. Donc si c'est ça maintenant, vous comprenez qu'en vérité, le tourne-disque et le disque, c'est toi et la réalité. Eliezer, il a eu peur. Il a dit, si vous me faites tarder, Hachem ne va pas me faire réussir. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que quand toi, tu t'investis, parce qu'on a dit c'est ça exister, et que tu le fais au-delà de la nature, donc au-delà du temps, donc tu mets en marche le système. Pourquoi? Parce que quand tu mets ta volonté, étant donné que la volonté elle vient de Dieu, donc en fait tu mets Dieu dans le système. Mais quand tu es négligent, quand tu es Allah, quand tu es fatigué, quand tu es paresseux, tu ne mets pas la volonté. Donc comme tu ne mets pas la volonté, c'est comme si tu ne mets pas la prise. C'est comme si tu passes l'aspirateur, mais tu as la flemme d'appuyer sur le bouton marche. Alors il n'aspire pas. Et toi, tu n'aspires pas. Parce que tu n'as pas mis l'énergie. Donc c'est ce qu'il a dit, Eliezer. Il a dit, encore une fois, tout est marqué dans les mots, mais ouais, il a dit, Alte acheruoti, ne me faites pas tarder. Ve Hashem itzliach darki. C'est-à-dire que Dieu va me faire réussir parce que j'ai pas tardé. C'est pour ça que les tzadikim, ils courent tout le temps. Tu dis, mais au contraire, ils ont le temps. Par contre, les Échaïm, ils sont jamais pressés. Tu mets les téphilines, on verra demain, mon fils les mettra. Ouais, tu vas t'arranger avec ta femme, eh ben, on verra si elle change, si elle truc, si elle baba, si elle truc. Mais elle est partie, elle est chez l'avocat, baba. T'as compris ou non? Pourquoi les gens sont lourds? Ben, c'est très simple. Parce que chez nous, il y a de la matière, il y a du carbone, il y a de l'eau, il y a de l'air et du feu. D'accord? Ruach, Afar, Ma'im, Esh. Maintenant, il y a deux éléments lourds, c'est l'eau et le carbone. Il y a deux éléments légers, le feu, c'est-à-dire l'énergie vitale, la joie, et Ruach, c'est l'esprit. Ruach, ça veut dire l'air, et ça veut dire aussi l'esprit. Maintenant, en activant la joie et l'esprit, tu peux soulever les éléments lourds. Ça va? Par contre, les éléments lourds, l'eau
et la matière et le carbone, eux, ils sont liés à la réalité. Donc, ils ne peuvent pas aller plus vite que la réalité. Par contre, l'esprit et la joie, eux, ils ne sont pas liés à la réalité puisqu'ils sont dans le monde intérieur. Donc, ils ne sont pas soumis au temps. Donc, ils peuvent aller très vite. C'est pour ça que la prophétie, par exemple, elle vient par la joie. Maintenant, quelqu'un, il a son moi qui est là. Il a d'un côté son corps, qui est extrêmement lourd, et de l'autre côté, sa neshama, qui est extrêmement légère, extrêmement rapide. Et lui, en vérité, toute la vie, c'est ça, c'est une espèce de curseur. Des fois, il est attiré, il veut être Baba Salé, et après, il veut être enfermé avec 8 professionnels dans un sauna. Ouais, c'est ça le problème. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Le problème, c'est que tes actes, ils sont produits par ta volonté, et tes actes, ils définissent ta volonté. Et si ta volonté, elle est dans la matérialité, ça va être très dur d'être spirituel. Et si ton acte, il est dans la spiritualité, ça va être plus dur d'être matériel. Maintenant, vous avez compris qu'il faut la sincérité, parce que tu peux fabriquer de la matérialité spirituelle et tu peux fabriquer de la spiritualité matérielle. Ça s'appelle la hada, l'ambiance. Ouais. Donc, si tu fais de la spiritualité spirituelle et de la matérialité matérielle, et que toi, tu décides où tu es, donc ton investissement, c'est-à-dire ta présence, si tu vas être présent dans la bouffe, ça va être dur d'être présent dans les choses éthérées. Si tu vas être présent dans la débauche, ça va être compliqué d'être présent dans la Kedusha. Si tu vas être présent dans le mensonge, ça va être dur d'être présent dans la vérité. Ouais. Chaque fois, en vérité, c'est des choix. C'est ça ce qui est marqué. Natati lefanecha et achaim ve'et amavet. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Et la Torah, elle rajoute au bacharta bachaim. Tu choisiras la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est le contraire de la mort. C'est quoi la vie? C'est le mouvement. La mort, c'est l'immobilisme. Pourquoi les morts, ils ne bougent plus? Parce qu'ils ont éteint chez eux ce qui était à l'origine du mouvement. Donc, plus les gens sont proches de la mort, plus ils sont lents. C'est pour ça que les vieux sont plus lents que les jeunes. Ouais. C'est pour ça que les lourds, ils sont plus lents que les refifs. C'est pour ça que les gens intéressés, ils sont plus lents que les gens désintéressés. C'est pour ça que le gars qui dort, il est plus lourd que celui qui est réveillé. C'est pour ça que celui qui est motivé, il est plus léger que celui qui n'est pas motivé. Donc en vérité, plus il va y avoir de la matière, moins il va y avoir de vitesse. Moins il va y avoir de matière, plus il va y avoir de vitesse. Donc quand la Torah, elle te dit, tu dois manger, ok, mais mange cachère, hop, spiritualité. Fais la bracha, hop, spiritualité. Fais le Berkat Amazon, hop, spiritualité. Va chercher Hachem dans la matière, spiritualité. Donc, la matière, elle est devenue spiritualité. Mais si toi, tu dis, non, mais je fais la religion, mais qu'est-ce qu'on bouffe bien, mais qu'est-ce qu'on se déchire à la bourra, mais on s'est fait une descente de whisky. Vous savez que le Maroc, c'est un endroit où il n'y a pas de neige, mais ils ont une descente, mais c'est incroyable. Ouais. Moi, la première fois que j'étais au Maroc, j'ai rien contre les Marocains. D'ailleurs, moi-même, je suis Marocain et je me soigne. Ouais. Et j'étais à une table de Shabbat. Il y avait des brocs de thé froid ou du Nesti. À l'époque, ça n'existait pas, le fusti. Bon. Et les mecs, ils servaient. Ils avaient des grands verres à jus de fruits. Et moi, je buvais mon petit coca ou quoi. Et eux, je voyais, ils descendaient. Au bout d'un moment, j'ai dit au gars, dis-moi, c'est bizarre qu'ils aiment tellement le thé froid. Il m'a dit, mais c'est du chivas. Les mecs, ils étaient 3. Béhémet, ils ont bu 4 litres de chivas. 4 litres. Pas genre 4 verres. Je te dis, des verres à jus de fruits. Évidemment, je devais faire un Dvar Torah à table après le cours. Les mecs, ils se sont mis sur le canapé. Ils sont partis visiter les mondes supérieurs. Ouais. Parce que combien on peut absorber de whisky? Oui, mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, la matérialité, elle se nourrit de matérialité. La spiritualité, elle se nourrit de spiritualité. Et ça, chacun, il peut voir. Si la Torah, ça le saoule, mais la série sur Netflix, ça le fait vibrer, il sait qu'est-ce qui est important à ses yeux. Vous suivez ou non? Tu décides, c'est pas grave, il en faut. Comment on va perpétuer Netflix? Ouais.
Mais juste, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'au Olam Haba, il n'y a pas Netflix. Tu peux partir avec ta carte d'abonnement, tu peux dire à ta femme de payer après ta mort. Il n'y en a pas. Tu arrives là-haut, tu dis, bon, où est le téléviseur? C'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire? De toute façon, on n'en fait pas. Il n'y aura pas de frustration, parce qu'il n'y aura pas de Olam Haba. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en vérité, toute notre vie, on est confronté à des situations qui nous obligent à répondre présent. Maintenant, réfléchis encore une fois. Si Yudke Vavke, c'est celui qui fait être le présent, et que la réalité, c'est que le présent, et que la mitzvah, c'est Ové, c'est-à-dire d'être présent, de s'investir dans le présent. Mais la rencontre entre le présent que tu réalises et le présent qui est, la rencontre entre les deux, ça fait que tu fais un avec Dieu. Et comme Dieu, il est intemporel, si ta perception